Bonsoir à tous, bienvenue au Mardi de la vaccination, un webinaire. Cette soirée vous est présentée en collaboration avec l'association Medcal. Le thème, c'est les âges de la vie avec des populations spécifiques, notamment ce soir la vaccination des personnes âgées. Alors, nous remercions l'ARS Pays de la Loire, l'association Medcal, toutes les personnes qui ont participé à cette soirée, les intervenants que je vais vous présenter, ainsi que le personnel du CFPD, toutes les personnes qui gravitent autour de cette soirée pour la technique et pour la communication. Voilà. Alors, au programme ce soir, donc, vaccination des personnes âgées, nous allons accueillir le docteur Céline Girard pour la vaccination générale chez la personne âgée. Puis, il y aura un temps de questions. Donc, vous pourrez en live chat poser vos questions. Par la suite, nous aurons le docteur Decour Romain qui va faire une présentation sur la vaccination et grippe chez le sujet âgé. Cette présentation sera enregistrée, donc nous ne pourrons pas lui poser directement les questions, mais vous pourrez toujours poser vos questions auxquelles nous répondrons par la suite après cette soirée. Puis, une troisième intervention, le docteur Thomas Guimard, infectiologue, qui va nous parler de vaccination et diabète, notamment chez la personne âgée. Voilà. Ensuite, nous aurons une partie de questions pour le docteur Guimard par rapport à ce sujet. Et puis, nous accueillerons Fabienne Desnaux, vice-présidente de l'URPS des infirmiers libéraux des Pays de la Loire, pour un retour d'expérience sur la vaccination Covid. La soirée se terminera aux alentours de 22h pour une conclusion. Voilà, nous souhaitons que vous soyez très participatifs pour cette soirée. Alors, vous avez le chat live. Vous pourrez poser toutes vos questions, elles nous seront transmises et moi, je me charge de les transmettre aux intervenants. Voilà, donc merci d'être là. Tenez bien toute la soirée, les sujets sont très intéressants. Voilà, et puis moi, je vous retrouve entre chaque partie de présentation. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec la vaccination générale chez les personnes âgées, présentée par le docteur Céline Girard, qui est médecin référent au centre de vaccination polyvalente ici au CFPD, au CHD Vendée. Bonjour à tous, donc bienvenue au Mardi de la vaccination. Donc moi j'ai souhaité pour commencer vous faire un point sur les vaccins des personnes âgées, donc à partir de 65 ans, pour refaire le point sur ce qu'on pense habituellement et puis ce qui est souvent oublié. Donc moi j'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Donc, comme vous le savez tous, les personnes âgées, c'est l'avenir. On a une population de plus de 65 ans qui représentera 31% de la population en 2035, avec une population qui paye un lourd tribut sur le plan infectieux, avec notamment quelques chiffres. Bien sûr, il y a beaucoup d'infections différentes. On a 3 fois plus de pneumonie que chez les personnes plus jeunes. On a 20 fois plus d'infections urinaires. Et puis, on a des personnes qui vont être plus souvent hospitalisées, donc plus sujettes aux infections nosocomiales, ou qui vont vivre en institution. Et donc, tout ça, c'est des facteurs qui vont favoriser les infections. On a aussi, chez les personnes âgées, plus de comorbidités. Donc, on peut avoir des dispositifs implantables comme les pacemakers qui sont à risque infectieux ou des sondes urinaires à demeure, voilà, plus d'actes invasifs qui vont favoriser aussi les infections. Et on ajoute à tout ça les traitements, par exemple des traitements immunosuppresseurs qui bien évidemment vont fragiliser les gens, ou des traitements autres qui vont créer des risques d'infection, comme par exemple les psychotropes qui vont majorer le risque de fausse route et donc d'infection pulmonaire par la suite. Donc le risque infectieux et donc la vaccination qu'on va associer avec pour être adapté à ce risque infectieux, ça ne dépend pas que de l'âge. On ne dit pas à partir de 65 ans, tout le monde a les mêmes vaccins, puisque en fait, au niveau des personnes âgées, en gériatrie, on distingue trois vieillissements: le vieillissement normal, le vieillissement en situation de fragilité, et puis le vieillissement bien pathologique chez les personnes dépendantes. Et le risque infectieux va aller graduellement entre la personne qui a un vieillissement physiologique, la personne qui est en situation de fragilité. Donc la fragilité, c'est-à-dire qu'elle a déjà perdu une capacité
il a perdu un petit peu de ses capacités adaptatives à cause de son vieillissement et aussi de ses maladies chroniques. Et le stade maximum de risque infectieux, ça va être chez les personnes âgées qu'on dit dépendantes, donc c'est-à-dire les personnes qui vont être en mauvais état de santé en raison d'une pathologie chronique qui va générer du handicap, de l'isolement social et donc aussi un plus lourd tribut payé aux infections. Donc l'immunosénescence, c'est-à-dire la perte d'efficacité du système immunitaire, elle est multifactorielle. On a l'âge, mais on n'a pas que l'âge, on a l'état nutritionnel, quelqu'un qui est dénutri, le système immunitaire va beaucoup moins bien fonctionner, on a toutes les comorbidités associées, et puis on a aussi par exemple la présence d'infections virales chroniques, comme le cytomégalovirus, qui vont en quelque sorte fatiguer le système immunitaire et qui vont faire que le système immunitaire est de moins en moins efficient. Donc cette diminution du système immunitaire, elle se fait sur l'immunité innée et aussi sur l'immunité adaptative. On a vraiment toutes les composantes qui vont être touchées. Donc, par exemple, les lymphocytes T vont avoir des défauts de mémoire. C'est pour ça qu'on va avoir des réactivations du virus varicelle, zona. Donc, c'est-à-dire que les personnes ont eu la varicelle quand elles étaient plus jeunes et en vieillissant, c'est le même virus qui ressort et qui va donner des poussées de zona. Et puis, on a des diminutions des anticorps produits par les lymphocytes B, ce qui nous donne une baisse de l'efficacité vaccinale. Et ajouté à tout ça, on va avoir une augmentation aussi de l'auto-immunité, c'est-à-dire qu'il y a toute une partie du système immunitaire qui va être inefficace, qui va être dirigée contre le propre corps, donc qui fait encore perdre en efficacité. Et la réponse au vaccin, elle est bien sûr diminuée dans un contexte d'immunosénescence, mais elle est variable. C'est-à-dire que les rappels vaccinaux, ils restent efficaces parce qu'ils réactivent la mémoire immunitaire. Et donc, c'est pour ça que le tétanos, on va le faire régulièrement et on sait que ça marche très bien. Mais une primo-vaccination qu'on débute après 65 ans, elle marche vraiment mal, comme par exemple l'hépatite B, où on va vraiment avoir peu de personnes qui vont monter leurs anticorps suite à une vaccination hépatite B. Donc, les schémas vaccinaux sont différents des adultes jeunes. Donc là, on parle de la population générale au-delà de 65 ans. Donc, le vaccin DTP, quand chez les adultes, on va faire un rappel tous les 20 ans. Là, chez les plus de 65 ans, c'est tous les 10 ans. Et il est recommandé en fait par la HAS si on n'a pas d'antériorité connue de vaccin tétanos, c'est-à-dire on ne sait pas si la personne elle a eu correctement une primo-vaccination ou si elle a eu qu'un seul vaccin ou peut-être zéro dans sa vie du tétanos, de faire au moins un mois plus tard une sérologie quantitative des anticorps antitétaniques. Et après, je vous décris un petit peu la conduite à tenir en fonction du chiffre d'anticorps obtenu. Soit on considère que la personne est bien vaccinée jusqu'à son prochain rappel vaccinal, soit on a des rappels à faire de vaccins DTP. La vaccination grippe, c'est un vaccin tous les ans pour tous les plus de 65 ans, quelles que soient les comorbidités, donc même les personnes en pleine santé et qui n'ont aucune maladie, parce que l'âge les rend plus vulnérables. Il existe un vaccin qui est plus dosé, 4 fois plus dosé pour les plus de 65 ans. Donc je vais pas m'étendre dessus puisqu'il y a une intervention sur la grippe ce soir. Juste vous dire, voilà, les études montrent une meilleure réponse immunitaire au prix d'un peu plus d'effets secondaires locaux, mais le bénéfice n'est pas forcément clair sur la diminution de la morbidité et de la mortalité grippale. Donc, le message pour la grippe, ça reste toujours de vacciner l'entourage et les professionnels. Et puis, bien sûr, comment ne pas en parler, le vaccin Covid, donc avec une 3e dose qui va être recommandée pour tous les plus de 65 ans et avec une recommandation de la HAS du 23 septembre, là toute récente, qui nous dit de cumuler en fait le rappel du Covid et le vaccin grippe hivernal, pour vraiment toucher, parce que ça touche le même public. Donc après, à cet âge-là, il y a un vaccin qui n'est pas trop connu puisqu'il est vraiment que pour cet âge-là, c'est le vaccin du Zona. Donc on rappelle que le Zona, c'est à peu près une incidence de 1 cas pour 100 personnes sur un an après 80 ans.
et chez les immunodéprimés. Et le problème du zona, c'est les douleurs post-zostériennes qui sont aussi plus fréquentes en avançant en âge. Donc le vaccin, il est indiqué entre 65 et 74 ans, c'est une seule dose. C'est un vaccin qui est vivant atténué, c'est-à-dire qu'il est contre-indiqué aux personnes qui vont être immunodéprimées, donc les personnes qui sont plus à risque de faire un zona compliqué. Et on a une diminution relative de 52% du risque de zona dans la première année. Après, ça diminue beaucoup dans les années suivantes. On trouve une réduction des douleurs post-zostériennes seulement dans la classe des 70-79 ans. Et au final, c'est un vaccin qui est remboursé seulement à 30% avec un service médical rendu mineur. Donc, on peut proposer au patient et après, le patient décide et son médecin. Donc, c'est une population, comme on vient de le voir, qui est quand même à risque majoré d'infection, et pourtant, c'est une population qui a une mauvaise couverture vaccinale. Par exemple, pour le tétanos, le vaccin n'était obligatoire qu'à partir de 1940. Donc, les gens qui sont nés avant, ils sont peut-être passés à l'as. Ils n'ont peut-être jamais eu de primo-vaccination dans leur enfance. Et puis après, est-ce qu'ils ont eu des vaccins à l'âge adulte? Voilà. En France, on rappelle que la majorité des cas de tétanos y concernaient des personnes âgées de plus de 70 ans. Donc, c'est vraiment important d'y penser, même si c'est en chiffre absolu, on n'a pas des milliers de cas de tétanos par an, mais c'est toujours dommage quand ça arrive, parce que je rappelle qu'on n'a pas de traitement curatif. Donc, quand est-ce qu'on refait le point des vaccinations? À l'occasion d'une hospitalisation, par exemple, au moment de l'entrée en institution, c'est le moment de refaire le point sur la santé en général, ou à l'occasion d'un voyage aussi, où on peut parler des vaccins. Donc maintenant, j'ai voulu, parce que effectivement, les personnes âgées peuvent avoir beaucoup de comorbidités, beaucoup de choses à gérer. Donc en consultation, on ne va pas forcément penser à re-questionner la vaccination. Donc j'ai voulu vous donner un petit peu des exemples concrets pour lesquels il faut penser à la vaccination. Donc là, par exemple, j'ai un patient qui est coronarien connu et en fait, sa fonction cardiaque se dégrade. Il est étiqueté maintenant insuffisant cardiaque. Donc là, il rentre dans la catégorie à risque des gens qui peuvent faire une infection invasive à pneumocoque et donc on va lui conseiller le vaccin pneumocoque. Donc le vaccin pneumocoque, c'est pas très compliqué une fois qu'on a le schéma en tête. Quelqu'un qui n'aurait jamais été vacciné, on lui fait une dose de vaccin pneumococcique conjugué, donc c'est-à-dire le Prevnar 13, suivi d'une dose de vaccin polysaccharidique, le pneumovax, 2 mois plus tard. Si quelqu'un a déjà été vacciné, avec cette même séquence-là, on peut lui proposer un rappel 5 ans plus tard avec le pneumovax. Si la personne avait seulement été vaccinée avec le pneumovax, alors ça, c'est plus les anciens schémas vaccinaux, on le revaccine avec un Prevnar 13, puis on prévoit un pneumovax, mais 5 ans après le dernier pneumovax. Donc, on a possibilité, une fois qu'on a fait le schéma complet, de faire un rappel 5 ans plus tard, mais après, sur le plus long terme, on n'a pas vraiment de recommandations. Alors, pourquoi est-ce qu'on insiste sur le pneumocoque? C'est que c'est quand même la première cause de pneumopathie bactérienne et de méningite bactérienne chez l'adulte, et que lorsque c'est une infection invasive, la mortalité est entre 10 et 30%, et elle augmente bien sûr en fonction de l'âge et des comorbidités. Et en 2011, on espère que les chiffres se sont un peu améliorés, mais on n'avait que 8% des plus de 65 ans avec des comorbidités ciblées qui étaient vaccinés. Donc, je continue sur les exemples. Par exemple, un patient que je surveillais pour ses glycémies un petit peu hautes, qui faisait attention, et puis là, ça commence à se dégrader. Je prévois de lui commencer un traitement. Et c'est une indication au vaccin pneumocoque. Où j'ai un patient qui a une BPCO ou un asthme sévère, alors voilà, pas l'asthme modéré, mais l'asthme qui est déjà sous polythérapie, je pense aussi à la vaccination anti-pneumocoque. J'ai un patient qui a une fibrose, une cirrhose du foie, c'est pareil, je pense à la vaccination anti-pneumocoque. Tout ça, c'est des facteurs de risque d'infection invasive à pneumocoque. Si j'ai un patient qui est en train de faire chuter sa fonction rénale, je pense aussi à la vaccination pneumocoque, parce que l'insuffisance rénale est aussi pourvoyeur d'infections et de déficits immunitaires.
Et aussi, je pense, ça c'est quelque chose qui est, voilà, c'est pas forcément si fréquent, mais si c'est un patient qui est jeune et qu'on peut penser qu'il va se diriger vers la dialyse, on pense à le vacciner de l'hépatite B pendant qu'il a encore un système immunitaire qui fonctionne à peu près. Et là, c'est des schémas qui sont particuliers, c'est-à-dire que c'est une double dose du vaccin hépatite B adulte à 0, 1, 2 et 6 mois. Si j'ai un patient qui a une maladie inflammatoire, qui est sous traitement immunosuppresseur, je pense à la vaccination pneumocoque. À la fin, vous allez comprendre. Donc, c'est une vaccination qui doit être effectuée idéalement avant le début du traitement, hein, avant que la personne soit immunodéprimée, ou le plus tôt possible après le début du traitement si on n'a pas pu différer le début. Si j'ai un patient, voilà, situation pas rare non plus, chez qui on vient de trouver un cancer du côlon, on se dirige probablement vers une chirurgie puis une chimiothérapie. Et ben c'est pareil, on prévoit la vaccination pneumocoque avant le début de la chimio, idéalement, pour qu'il soit bien protégé. Et puis aussi quelque chose qui est un petit peu moins connu, c'est-à-dire que les patients qui ont eu des chimios, on prévoit un rappel du vaccin tétanos 3 mois après la fin de la chimio et 6 mois en cas de chimio pour une hémopathie maligne. Plus léger, une patiente qui est grand-mère pour la 3e fois, et puis elle vient nous voir en disant bah, c'est moi qui vais beaucoup m'en occuper, je vais le garder, tout ça. Donc là, on pense à lui proposer la vaccination coqueluche dans le cadre du cocooning, c'est-à-dire de protéger l'enfant de 6 mois, de moins de 6 mois, en vaccinant son entourage contre la coqueluche. Si on se rend compte de ça alors qu'on venait de lui faire récemment un vaccin tétanos sans la coqueluche dedans, c'est pas un problème parce qu'en fait le délai à respecter entre un vaccin DTP et puis un vaccin DTP avec la coqueluche, c'est de 1 mois. Donc même si c'était récemment, on peut sans problème lui refaire un vaccin avec la coqueluche dedans. Autre cas, alors un petit peu moins fréquent, mais c'est pour que ça, si vous avez dans vos patients quelqu'un à qui on a enlevé la rate suite à un accident, même si c'était il y a longtemps, questionnez quand même est-ce qu'il a bien été vacciné contre certaines infections invasives. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un patient qui, il y a 5 ans, avait eu un accident, on lui a enlevé sa rate, ou alors un patient qui a un syndrome myéloprolifératif et maintenant, ça se dégrade un peu et son hémato considère que sa moelle, elle est plus fonctionnelle. Donc, dans les 2 cas, qu'il ait plus de rate ou qu'elle soit plus fonctionnelle, on pense à la vaccination pneumocoque, bien sûr, mais il y a aussi d'autres vaccins qui vont être nécessaires quand le patient n'a plus de rate, il va être plus sensible aux germes encapsulés. Donc, on pense à la vaccination anti-méningo, donc le ACYW, le B, c'est bien sûr des schémas qu'on ne connaît pas par cœur, mais il faut savoir que ça existe. Et il y a aussi la vaccination anti-hémophilus. Donc tout ça, même si, voilà, si on se rend compte, c'est vrai, ce patient-là, il a une splénectomie, s'il n'a jamais eu ces vaccins-là, il n'est jamais trop tard pour le faire. La situation un petit peu plus compliquée, donc j'ai un patient qui est suivi pour un myélome multiple, il va rentrer en protocole d'autogreffe, il a déjà eu de la chimio et lui, il a déjà été vacciné contre le pneumocoque. Donc là, lui, on ne va pas pouvoir le vacciner parce que de toute façon, le protocole d'autogreffe va faire que ça va annuler toute l'immunité qu'il avait pu acquérir avant. Donc là, ça va vraiment être axé sur vérifier les vaccinations de l'entourage, notamment la grippe, et puis aussi la varicelle. Si un des membres de l'entourage n'avait jamais eu la varicelle, qui ne redonne pas la varicelle à ce patient qui va avoir un système immunitaire complètement naïf, même s'il avait fait la varicelle avant. Donc là, il faut vraiment penser aussi, l'immunité étant très déficiente, on vaccine tout l'entourage, comme tous les immunodéprimés. Et pour finir un petit peu plus légèrement, donc on a un couple qui part fêter leurs 40 ans de mariage dans un voyage organisé au Vietnam. Et quand on part et qu'on a plus de 65 ans, il faut aussi penser aux vaccins qu'on pourrait proposer aux plus jeunes, comme par exemple le vaccin de l'hépatite A. C'est un vaccin, alors si les personnes ont beaucoup voyagé, ou ça peut se discuter si on a le temps avant qu'ils partent de faire une sérologie, vérifier s'ils sont déjà immunisés, mais s'ils ne le sont pas, ça va quand même être leur rendre service de les vacciner. Et donc, pour dire, même si on est âgé, on essaye de penser au même vaccin que pour les plus jeunes. Et je vous remercie de votre attention.
Oui, donc merci docteur Girard pour cette présentation donc, qui montre bien le panorama des vaccinations à réaliser chez la personne âgée. Pour l'instant, on n'a pas de questions sur Internet, sur le chat. Moi, j'aurais plutôt aimé préciser, par exemple, sur le cocooning, donc la coqueluche. Est-ce qu'on peut pas, alors même si ce ne sont pas des personnes âgées, enfin, est-ce qu'on peut pas, dès 45 ans, penser quand même, si la personne va avoir une situation où il va y avoir des petits-enfants, ne pas attendre systématiquement le rappel de 65 ans? Enfin, si vous pouvez nous, voilà, peut-être anticiper un peu plus, parce que le rappel à 45 ans, c'est, habituellement, on met la recommandation sans la coqueluche. Mais pensez à poser la question parce que les personnes savent si des fois elles ont des enfants qui sont déjà grands. Ben voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce cocooning parce qu'on l'oublie peut-être un peu souvent et aussi vacciner l'entourage, les enfants, la nounou, voilà. Oui. Et puis ben voilà, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Eh ben, alors, le vaccin 45 ans, effectivement, dans la population générale, il ne va pas être recommandé d'associer la coqueluche. Effectivement, on peut toujours l'associer. Après, il faut savoir que la coqueluche, le vaccin ne protège que 10 ans. On considère qu'il protège que 10 ans. Donc, c'est-à-dire que ça ne tiendra pas jusqu'au rappel vaccinal de 65 ans. Donc, si de toute façon, la personne vous l'avez vacciné à 45 et à 56 ans, elle vous dit je vais avoir des petits-enfants. De toute façon, c'est là qu'il faut re-questionner et ne pas hésiter à refaire un vaccin DTP avec la coqueluche, même si effectivement on n'est pas arrivé à l'âge cible. Hein, mais ça, c'est vrai qu'en général, c'est pas forcément les gens qui vont demander à avoir le vaccin coqueluche. Donc, c'est plus aux médecins aux soignants d'être proactifs là-dessus. D'accord. Merci pour la réponse. Oui, oui, ça nécessite un peu d'anticipation, on va dire, par Oui. rapport à. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Je tenais à vous signaler que si vous avez des questions qui vous viennent tout au long de cette soirée, n'hésitez pas à les poser, même si la présentation est passée. On a les intervenants qui peuvent vous répondre en fin de soirée aussi. Donc voilà, s'il y a des questions qui vous viennent, il ne faut pas hésiter. Donc on va passer à la deuxième présentation. Là, c'est une présentation enregistrée. Donc c'est le docteur Romain Decour, qui est gériatre au CHD Vendée et qui nous parle de la vaccination et de la grippe chez le sujet âgé, un sujet d'actualité, puisqu'on va bientôt arriver sur la vaccination grippe et la saison 2021-2022. Bonjour, on m'a demandé de vous parler du vaccin antigrippal dans le cas de la personne âgée. Donc moi je suis le docteur Decour, je suis médecin gériatre sur le CHD de La Roche. Un petit rappel évident sur la grippe. Donc la grippe, ça fait environ 9700 morts par an chez les plus de 65 ans. On a un vaccin qui est donc le vaccin contre la grippe. La couverture habituelle est d'une 52% à peu près, ce qui permet d'éviter environ 2000 décès. Si cette couverture atteignait l'objectif de l'OMS de 75%, on pourrait éviter 3000 décès. La grippe est responsable de 20 000 hospitalisations par an. Et comme la majorité des pathologies de la personne âgée, il peut y avoir toute une cascade à la suite de cet épisode de grippe, donc soit des pathologies associées, par exemple une phlébite ou une surinfection pulmonaire. Ça peut entraîner des décompensations d'organes, par exemple le plus fréquent la décompensation cardiaque, mais ça peut être aussi une insuffisance rénale ou ce genre de choses. Et ce qui est beaucoup plus important et beaucoup plus compliqué à prendre en charge, c'est la perte d'autonomie et tout ce qui peut être associé à ça. Donc, c'est un épisode de grippe banal, entre guillemets, peut entraîner une perte d'autonomie qui peut avoir des conséquences sur le plus long terme. Un rappel sur la vaccination. Le problème chez la personne âgée, c'est ce qu'on appelle l'immunosénescence. Qui est donc une moins bonne efficacité de la vaccination, avec un défaut de réponse par rapport aux nouveaux antigènes. Il peut y avoir un défaut de persistance de la mémoire vaccinale, même si celle-ci est finalement assez bien préservée. Toute une catégorie d'inflammation au sein de l'organisme et des comorbidités qui peuvent diminuer l'efficacité de la vaccination et puis des dérégulations immunitaires. Quoi qu'il en soit, les rappels sont plutôt efficaces, moins bien que chez le sujet jeune, mais toujours efficaces, alors que les primo-vaccinations sont plus difficiles à obtenir.
la vaccination antigrippale, donc tout le monde connaît le vaccin antigrippal, c'est une seule injection par an, c'est efficace au bout d'une quatorzaine de jours à peu près. Je me permets de le rappeler, le vaccin ne peut pas donner la grippe, ce n'est pas possible. En fait, ce qu'on injecte, c'est une partie inactivée du virus et ça ne peut pas donner de maladie grippale. Par contre, on peut quand même avoir la grippe alors qu'on a été vacciné. Donc ça, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est que le vaccin n'est pas efficace à 100%, donc on peut quand même attraper la grippe en étant vacciné. Ou alors il peut s'agir la plupart du temps d'une autre virose qui donne des symptômes à peu près équivalents. Il n'y a pas de contre-indication majeure en dehors de l'allergie à l'œuf et des protéines de poulet. Il est quand même déconseillé d'essayer de différer l'injection en cas de maladie aiguë avec fièvre de quelques jours ou d'une semaine. C'est peut-être plus opportun quand on peut se le permettre. Et après, il y a des réactions qui sont assez bien connues, des réactions locales sur environ 10% des vaccinés, donc avec une douleur au niveau du point d'injection, éventuellement un érythème, ce genre de choses, mais qui régressent spontanément, ou alors de la fièvre, des myalgies ou des douleurs articulaires qu'on voit chez 1 à 10% des patients vaccinés. Et ça aussi, ça régresse spontanément en quelques jours. De façon associée à la vaccination antigrippale, ce qui marche le mieux, c'est les gestes barrières. Donc les gestes barrières, on est très au point là-dessus grâce au Covid, mais je me permets quand même d'en rappeler un petit mot. Donc il faut se laver les mains, évidemment, il faut se couvrir le nez et la bouche quand on éternue, il faut faire ça dans le coude, il faut se moucher avec un mouchoir à usage unique, il faut éviter de se toucher le visage, et ça c'est particulièrement difficile, notamment le nez et la bouche. Et quand on est malade, on reste chez soi et on évite de voir les gens. On peut porter un masque, notamment quand on travaille avec des personnes fragiles. On évite de sortir avec les nourrissons dans les lieux publics pendant l'épidémie pour éviter qu'ils soient exposés. Et on essaye d'ouvrir les fenêtres pour aérer régulièrement et essayer de diminuer la quantité de virus présent. Je ne vous cacherai pas que l'épisode 2019-2020 a été particulièrement inhabituel. En fait, je vous ai mis là les différentes courbes des cas habituellement constatés, donc sur les différentes années. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il y a des malades, que ce soit en hospitalisation, en EHPAD ou en consultation, sauf l'année dernière. L'année dernière, il n'y a pas eu de grippe. Voilà, pour plusieurs raisons. Il y en a une qui est évidente, c'est le Covid. Donc, une quasi-absence de circulation des virus grippaux en France, mais également en Europe. Donc, plusieurs raisons. Les gestes barrières ont été particulièrement bien appliqués pour le Covid et les gestes barrières marchent autant pour la grippe que pour le Covid que pour les gastro-entérites. Et il y a eu probablement aussi une certaine compétition entre le Covid et la grippe, compétition entre guillemets, ce qui a entraîné l'absence de cas de grippe. Nous, par exemple, dans le service en gériatrie, on n'en a eu aucune au cours de l'année dernière. Ce qui complique un petit peu les choses, c'est que résultat, on ne va pas pouvoir anticiper ce qui va se passer l'hiver prochain. Ce qu'on a envie de penser, c'est que la grippe va revenir, probablement. On peut penser éventuellement que la grippe soit un épisode particulièrement virulent cette année, étant donné que les gens n'ont pas été exposés l'année dernière et par conséquent, il n'y a pas eu d'immunité globale antigrippale. Mais on ne peut pas trop deviner. Et ce qui a été aussi particulier l'année dernière, c'est que les gens ont particulièrement été bien vaccinés en quantité par rapport aux saisons précédentes. Je vous ai mis par exemple les chiffres des Pays de la Loire chez les 65 ans et plus. Donc vous voyez, pour prendre le cas particulier de la Vendée, habituellement on est vacciné à 53-54%, ce qui est des chiffres assez habituels, ce qui est mauvais, mais des chiffres habituels. Et vous voyez que l'année dernière, les gens ont été vaccinés à globalement 62,6% pour les plus de 65 ans, ce qui fait à peu près 9 points supplémentaires. C'est pareil dans l'ensemble des Pays de la Loire, c'est pareil en France. Les gens ont été plus vaccinés. C'est mieux, mais c'est toujours mauvais. Les objectifs de l'OMS, c'est une couverture vaccinale de 75%. Et donc là, on en est encore loin.
Par rapport au vaccin anti-Covid, la question qui va se poser prochainement, c'est est-ce qu'on peut faire le vaccin antigrippal et le vaccin anti-Covid en même temps? La réponse est oui. L'ARS s'est déjà positionné au mois de mai, ça a été reconfirmé au mois d'août. C'est possible de faire les 2 injections en même temps. On n'est pas sûr exactement des effets que ça va produire. Il n'y a pas de contre-indication formelle, mais il y a une étude anglaise qui étudie ce point particulier dont on n'a pas encore les résultats, mais dont on aura probablement les résultats avant la fin de l'année. Et l'idée, c'est d'essayer de combiner le vaccin antigrippal et anti-Covid pour essayer de simplifier le parcours vaccinal. Parce que si le patient, on lui demande de venir une première fois pour lui faire son vaccin anti-Covid, son rappel anti-Covid, et de revenir 15 jours après pour faire le vaccin antigrippal, il y a moins de chances pour qu'ils viennent aux 2 rendez-vous. Pour le cas particulier de la personne âgée, il y a un nouveau vaccin qui s'appelle Efluelda, qui est un vaccin de Sanofi et qui est un vaccin quadrivalent hautement dosé. Il est homologué depuis l'année dernière, donc c'est pour ça que je vous en parle un mot. Il est en vente pour cette saison-là. L'histoire, c'est qu'à la base, aux États-Unis, ils ont développé un vaccin trivalent haute dose, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il n'y ait que 15 microgrammes par variant dans chaque vaccin, en fait, ils en ont mis 60, soit 4 fois plus. Ces vaccins trivalents, on sait que c'est efficace contre la grippe, c'est plus efficace contre la grippe, c'est plus efficace pour éviter les hospitalisations, les pneumopathies et les événements cardio-respiratoires. Le vaccin trivalent, il n'est actuellement pas commercialisé en France, il est uniquement disponible aux États-Unis et au Canada. Donc là, ils ont développé un quadrivalent. Le volume d'injection est un petit peu plus important et globalement, c'est un vaccin qui est assez bien toléré. Il y a des réactions locales qui sont un peu plus importantes, des réactions systémiques qui sont un peu plus importantes, mais bien tolérées et qui, dans tous les cas, régressent de 3 à 7 jours comme le vaccin habituel. Alors, il y a des études qui sont en cours, mais il y en a très peu. En fait, il y a eu 3 études principales. La première étude, une étude de non-infériorité, par rapport à des vaccins haute dose mais trivalents. Il y a une deuxième étude dont les résultats sont en attente, mais là l'idée c'est de voir si la réponse immunitaire est plus importante. C'est pas clinique, c'est reste biologique. Et la troisième étude, ce qui est un petit peu plus surprenant, c'est qu'elle a débuté en 2015. La dernière mise à jour est de 2018 et pour l'instant on n'en a pas de nouvelles. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que là, l'idée, c'était vraiment d'évaluer la diminution des hospitalisations, de la mortalité et du déclin fonctionnel chez les personnes âgées en EHPAD. Globalement, ce qu'on sait quand même, c'est que le vaccin quadrivalent a une efficacité relative de 24% par rapport au vaccin trivalent. Donc, globalement, le vaccin quadrivalent haute dose est plus efficace. Et on sait que le vaccin quadrivalent est plus immunogène. Mais on ne sait pas si ce vaccin est vraiment efficace cliniquement chez la personne âgée. L'HAS a donné un avis là-dessus, donc au mois de juin 2020. Donc il a un service médical rendu qui est important, mais parce que c'est un vaccin contre la grippe. Par contre, l'amélioration du service médical rendu, lui, est inexistant. En fait, il considère que Efluelda n'est pas plus efficace que les autres vaccins. Et donc, il est remboursé dans le cadre d'une vaccination antigrippale. C'est un nouveau moyen de prévention qui est spécifique à la personne de plus de 65 ans, en complément des mesures barrières, mais il n'a pas une place particulière par rapport aux autres. Il note quand même dans cet avis de l'HAS qu'il n'y a pas d'études comparatives par rapport aux autres vaccins à dose standard. Et petit élément qui a son importance, c'est-à-dire que les vaccins antigrippaux habituels, ils sont aux alentours de 11 €, alors que Efluelda est à 30 €, donc 3 fois plus cher. Donc moi, ma position personnelle, mais que je n'impose à personne, il me semble que pour l'instant, c'est trop tôt pour faire le vaccin Efluelda, c'est-à-dire qu'il est plus cher et on ne sait pas encore s'il est plus efficace. Je pense qu'il faut attendre des études cliniques du quadrivalent chez la personne âgée en particulier. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer la vaccination des sujets âgés ? Eh ben, ça reste avant tout de l'éducation. Donc, il faut rappeler la gravité de la maladie. La grippe, c'est pas quelque chose de banal, encore moins quand on est une personne âgée. C'est une maladie qui est grave, qui peut avoir des complications.
Il faut essayer de motiver les soignants de première ligne. Alors là, il y a plein d'études qui montrent que le médecin traitant est un élément primordial de la vaccination antigrippale. Si le médecin traitant est motivé, les gens se feront vacciner plus facilement. Il a été montré également que les médecins traitants qui étaient un peu vaccinosceptiques, on va dire, par rapport à la grippe, leur patientèle est moins bien vaccinée. Les pharmaciens également ont un rôle d'éducation qui sont importantes, et les infirmières, notamment les infirmières à domicile. On sait aussi qu'il faut essayer de motiver l'entourage familial parce que à partir du moment où les enfants ne sont pas très motivés pour la vaccination antigrippale, on sait que le patient se fera moins vacciner. C'est important de maintenir la gratuité et la relance postale qui est spécifique à la France, mais qui a montré son efficacité. Il faut essayer d'insister sur, voilà, vous êtes une personne actuellement indépendante qui a une activité. Si vous voulez continuer d'être une personne âgée indépendante et avec des activités, il faut vous faire vacciner parce qu'on sait que la grippe, ça peut faire perdre en autonomie. Il faut insister également sur la protection de l'entourage et en particulier des petits-enfants, qui peut être un argument aussi en faveur. Et on sait que les gens qui ont des comorbidités et qui se sont déjà vaccinés vont se faire vacciner plus facilement, mais c'est des points sur lesquels il faut insister. Un élément qui est sorti dans des interrogatoires, c'est l'appréhension de la douleur. Alors, bon, moi, je trouve que ce n'est pas particulièrement douloureux comme vaccin, mais il semblerait que c'est important pour le patient. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à proposer du Doliprane en systématique éventuellement. Ensuite, je vais vous parler de la vaccination antigrippale des personnels de santé. Donc ça, on est très mauvais. Alors, pas tellement plus que les autres pays, mais on est quand même très mauvais. Donc là, c'est pour 2018-2019. Les personnels de santé étaient globalement vaccinés à 32% en Pays de la Loire. Alors, on n'est pas plus mauvais que les autres régions, mais ça reste mauvais. L'objectif est quand même de 75%. Là, je vous ai mis dans le cas particulier des Pays de la Loire, en établissement de santé et en EHPAD. Vous voyez que de façon surprenante, il y a un gradient, c'est-à-dire que les médecins sont plus vaccinés que les sages-femmes, qui sont plus vaccinés que les infirmières, qui sont plus vaccinées que les aides-soignantes. Les aides-soignantes en EHPAD en Pays de la Loire, elles sont vaccinées à 35%, alors que c'est des personnes qui sont particulièrement fragiles en EHPAD et que les aides-soignantes, c'est quand même un contact quotidien avec, on va dire, au moins une dizaine de personnes. Donc, ça paraît primordial qu'ils soient vaccinés. Donc, ce gradient, entre guillemets, médecin, infirmier, aide-soignant, est retrouvé dans toutes les études. Pourquoi est-ce qu'il y a un frein à la vaccination antigrippale ? Alors, bon, c'est une grande question. Hein. Au sein même de notre service, on a des difficultés à faire vacciner les soignants. Donc là, c'était une étude qui a été faite sur des EHPAD entre 2020 et 2021. Vous voyez que le principal argument, l'argument numéro 1, c'est qu'il y a des soignants qui ont des positions anti-vaccins au sein de l'établissement. Et en fait, ça fait un peu effet boule de neige, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir une aide-soignante ou une infirmière qui va être formellement opposés au vaccin, notamment au vaccin antigrippal, parce que globalement en France, il y a un côté sceptique vis-à-vis des vaccins, et en particulier vaccins contre la grippe. Et donc, à partir du moment où il va y avoir un soignant qui est anti-vaccin, il va y avoir une sorte de contagiosité de cette position anti-vaccinale. Donc, vous voyez, là, sur 80%, le frein principal, c'est ça. Après, il y a d'autres freins, mais qui sont vraiment complètement annexes. Hein. L'absence de médecins du travail, l'absence de vaccination entre infirmières, c'est-à-dire l'infirmière qui est là dans l'EHPAD refuse de vacciner ses collègues. C'est 4%. Hein. L'absence d'implication du médecin coordinateur ou du directeur de l'EHPAD, tout ça, c'est des choses qui sont un peu accessoires vis-à-vis de la position anti-vaccin des soignants. La crainte des effets secondaires, 2%, par exemple, ce n'est pas un élément primordial. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vaccination des soignants ? Eh bien, déjà, il faut expliquer que c'est efficace. Donc là, il y a une étude qui date de 2009, c'est-à-dire ça fait 11 ans, 12 ans maintenant, une étude qui a été faite sur 14 EHPAD. Ils ont fait en fait 2 bras, ils ont pris des soignants qu'ils ont pris en entretien individuel et qu'ils ont ensuite vaccinés, et des soignants qui ont suivi le parcours standard.
Donc, vous voyez que déjà, quand le soignant bénéficie d'un entretien individuel avec une équipe formée, finalement, il y en a 70% qui acceptent de se faire vacciner, alors que les autres étaient à 32%, ce qui est le taux habituel de vaccination en EHPAD. Donc, à faire un entretien individuel, c'est plus efficace pour faire vacciner les soignants. Ensuite, ils se sont rendus compte que sur la mortalité des résidents, il y a une diminution de 20% de cette mortalité, de façon significative, toutes causes confondues. C'est-à-dire que le fait de vacciner les soignants, il y a moins de morts. 31% de diminution des syndromes grippaux, de façon significative. Et surtout, diminution de 42% des arrêts de travail chez les soignants. Donc, la vaccination, c'est efficace parce que les soignants sont globalement plus jeunes, donc le vaccin contre la grippe est plus efficace. Ça diminue l'absentéisme, ça diminue la mortalité, ça a que des avantages. Malheureusement, ça ne va pas suffire pour améliorer la vaccination des soignants. Donc, ce que propose le Haut Conseil de santé publique, c'est d'essayer de développer des plateformes dédiées avec, par exemple, des équipes mobiles de vaccination, que le fait que la médecine du travail soit plus investie sur ce sujet-là. Essayer, par exemple, de favoriser la vaccination au moment des changements d'équipe, c'est-à-dire qu'au moment des transmissions, il y a une infirmière qui vaccine ses collègues. Et puis, il faut éduquer. Voilà, il faut montrer que ça diminue l'absentéisme, ça a un fort impact économique. Par exemple, sur les EHPAD, l'absentéisme est quand même une question primordiale. Et donc là, ça va avoir vraiment un impact. Ce qu'il propose également, c'est de communiquer, par exemple, les taux de couverture vaccinale. C'est-à-dire, dire que tel EHPAD ou tel service, il y a tant de personnes vaccinées contre la grippe, et dire qu'en fait, c'est un critère de qualité de soins. Et puis, il faut essayer d'avoir des informations transparentes sur le vaccin. Alors, de façon surprenante, le rapport suggère des contraintes. Alors, ça a été fait en 2016. Et par exemple, une des contraintes, c'est de dire, si le soignant n'est pas vacciné, il faut le contraindre à porter le masque en période épidémique. Donc, ça a totalement du sens. Je pense que dans le contexte du Covid, du masque et tout ça, les gens se rendent d'autant plus compte de ce que c'est de porter un masque en permanence. Donc, ça peut éventuellement être une contrainte. Et il me semble que ce serait compliqué à appliquer sur le plan légal, ou du moins par rapport aux équipes soignantes, mais peut-être que ce serait à discuter. Donc là, c'est une autre étude qui demandait aux soignants comment améliorer leur vaccination. Et donc, vous voyez, par exemple, le fait que le chef de service ou le cadre infirmier soutiennent la campagne de vaccination, là, ça a une vraie efficacité. Organiser une vaccination gratuite contre la grippe, donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire à l'hôpital. Ça a des effets contrastés, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un effet de groupe, c'est-à-dire que, tiens, s'il y en a une qui veut se faire vacciner, elle propose à ses collègues, et puis finalement, elles y vont ensemble. C'est vrai que ça peut avoir un effet de motivation. Et puis, par exemple, de nommer des référents vaccination au sein du service. Bon, ça a une efficacité peut-être plus modérée, mais ça ne coûte rien de le faire. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur la vaccination antigrippale. En résumé, il faut vacciner les personnes âgées, c'est important. Il faut essayer de vacciner les soignants, leur dire que c'est important et que c'est efficace. Et on n'a actuellement malheureusement aucune prévision sur le prochain épisode grippal par rapport au Covid, par rapport aux masques, par rapport aux mesures barrières. On ne sait pas trop comment ça va évoluer, donc ça reste flou. Cependant, il faut se faire vacciner, il faut vacciner nos personnes âgées. Voilà, je laisse la parole au docteur Guimard pour la vaccination dans le cadre du diabète. Donc, cette intervention est enregistrée. Nous n'avons pas de questions possibles pour le docteur Decour, gériatre au CHD Vendée. Donc, nous allons passer à une question qui nous a été transmise concernant le vaccin Pneumovax, ainsi que le rappel. Donc, je vais demander au docteur Girard de répondre à cette question d'un internaute. Merci. Oui, donc nous avons un internaute qui nous demande, étonné par rapport au rappel du Pneumovax, qui nous demande, alors moi j'ai l'habitude de faire des rappels tous les 4 ans, est-ce que c'est inutile? Alors
pour l'instant, on a vraiment, et ça fait déjà un certain nombre d'années que ces recommandations n'ont pas bougé là, on a la notion d'un rappel avec le pneumovax au bout de 5 ans. Et ensuite, on n'est pas sûr d'être efficace si on devait en faire plus, c'est-à-dire on n'est pas sûr de faire remonter les taux d'anticorps et on n'est pas sûr de ne pas être délétère, c'est-à-dire de faire diminuer l'immunité en remettant un vaccin pneumovax derrière. Donc pour l'instant, on n'a vraiment rien de plus comme recommandation que le schéma Prevnar 13 pneumovax, puis 5 ans plus tard, un rappel avec le pneumovax et après, on a pour l'instant rien d'autre. Voilà. Merci pour la réponse. Donc, on est en attente des recommandations qui éventuellement sont transmises tous les ans. En général, on a le BEH qui sort au mois de avril-mai, lors de la semaine européenne de la vaccination. Donc, c'est là où on a toutes les recommandations mises à jour annuellement. Voilà. Merci pour cette réponse. On va passer donc à l'intervention du docteur Thomas Guimard, qui est infectiologue au CHD Vendée et qui va nous parler de la vaccination et du diabète chez la personne âgée. Merci. Donc je vais traiter de la vaccination chez les personnes diabétiques. Alors, c'est pas tout à fait personnes âgées, mais il faut savoir qu'un quart des plus de 75 ans sont diabétiques. On va faire aussi un peu de redite par rapport aux interventions de Céline et de Romain. Donc, on va traiter de la vaccination de la personne diabétique, mais aussi du risque infectieux chez les personnes diabétiques. Ce sera aussi intéressant. Et ça nous motivera peut-être pour passer le cap de la vaccination et nous motiver à bien vacciner ces personnes vulnérables. D'abord, je me suis servi de 2 très bons articles que vous pouvez retrouver dans Médecine et maladies métaboliques, qui datent de 2020, mais il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter hormis la Covid. Un premier article sur les risques infectieux au cours du diabète et un deuxième article de la Société française de diabète. Donc, les diabétologues se sont vraiment bien intéressés à la vaccination et ont bien commencé à vacciner dans les services depuis quelques années. Et puis, moi, pour mon quotidien, j'utilise beaucoup vaccination à service parce que c'est un bon moyen sur l'onglet professionnel de trouver rapidement les informations qui peuvent nous manquer ou pour rafraîchir notre mémoire en consultation. Donc, on a les onglets, notamment vaccination au cours de la vie. On est en plein dans le thème de ces mardis de la vaccination et puis vaccination et maladies chroniques où on trouve les vaccinations immunodéprimées, mais aussi un onglet diabète qui nous rappelle les vaccins qu'il faut faire. Et puis, on parlait tout à l'heure du calendrier des vaccinations et recommandations vaccinales qui a été actualisé un peu plus tard cette année, en juillet 2021. Effectivement, voilà. Alors, limiter les infections du diabète au pied diabétique, ce serait vraiment de faire une erreur grotesque. Il y a tout un spectre d'infections plus ou moins graves qui peuvent être présentées par les patients diabétiques. D'abord, avant l'infection, il y a la colonisation par des germes qui peut être potentiellement invasif. On a tous en tête la bactériurie sur les voies urinaires qu'on ne va pas traiter, mais qui peut malgré tout être un peu embêtante et favoriser une infection peut-être ultérieurement. Il y a des colonisations à candida, des plaies et des voies urinaires, et des colonisations à staphylocoque doré aussi, notamment des plaies. Chez ces patients diabétiques, des infections banales peuvent devenir graves. On pense à la grippe, on va le détailler un peu tout à l'heure. Également les infections urinaires ou les infections cutanées qui sont très fréquentes. Les personnes diabétiques peuvent faire des infections particulièrement graves, notamment les cellulites, des infections extra-articulaires, les pneumonies, les bactériémies, sepsis et les endocardites. Et puis, il y a des infections qu'on va juger quasiment comme opportunistes sur le terrain de diabète, comme les otites externes malignes à Pseudomonas aeruginosa, les candinémies ou certaines autres mycoses comme les mucormycoses. Et en dernier lieu, les patients diabétiques sont à surrisque d'infection post-opératoire. On estime qu'ils font 21% de pneumopathie post-opératoire de plus que les personnes sans diabète et qui font globalement plus 53% d'infections en post-opératoire, ce qui est quand même assez majeur. Alors, une autre manière de présenter le surrisque avec l'aide d'odds ratio. Et on voit par exemple, alors je vais décaler,
que le risque d'affection osseuse est vraiment majeur chez les patients diabétiques et plus particulièrement chez les patients diabétiques de type 1 où le risque va être multiplié par 22. On a aussi les infections peau et ça c'est un peu décalé, peau et tissu mou qui sont augmentés de 53% et bactériémie de 66%. On a une augmentation des infections pulmonaires de 30%, des infections gastro-intestinales de 40% et des infections génito-urinaires de 48%. Les infections, les bactériémies le risque de bactériémie est majoré de 6,1% chez les diabètes de type 1. On voit sur ces chiffres que finalement les diabétiques de type 1 qui peuvent avoir une durée plus longue de révolution de leur diabète sont plus à risque infectieux. Les patients sont aussi à risque d'infection, mais aussi de récurrence d'infection ou d'infections multiples qui peuvent s'associer entre elles. Ces infections entraînent chez les diabétiques un surrisque d'hospitalisation qui est estimé à 3,7 pour les diabètes de type 1 et 1,88 pour le diabète de type 2. Là encore, on voit que les patients diabétiques de type 1 sont peut-être plus exposés à ces infections amenant à des hospitalisations. On a identifié des facteurs de risque comme l'âge de plus de 70 ans, le fait d'être un homme, d'être obèse, avec, surtout si on a une obésité avec un BMI à plus de 40, d'être déjà atteint d'une atteinte microvasculaire, d'avoir une hospitalisation récente, on pense là aux infections associées aux soins, la durée d'évolution du diabète de type 2, on voit que les comorbidités et les complications s'accumulent et favorisent les infections. Le tabagisme associé, les autres comorbidités et la précarité. Les diabétiques décèdent par infection de manière majorée par rapport à la population générale avec un risque multiplié par 8. Au total, les diabétiques représentent 6% des hospitalisations pour infection et 12% des décès de causes infectieuses. Alors, on s'intéresse à décrire quelles infections peuvent avoir les patients diabétiques hospitalisés. En fait, ils ont beaucoup d'infections, beaucoup de bactériémie, beaucoup de pneumopathie, beaucoup d'infections cutanées et d'infections urinaires. Dans les pneumopathies, en fait, la star, et on va voir, c'est accessible à la vaccination, c'est toujours le pneumocoque qui représente 30 à 40% des pneumopathies, en sachant que beaucoup de pneumopathies ne sont pas documentées, qu'il existe aussi des pneumopathies à Haemophilus et à Staph aureus. Alors, moins le diabète est équilibré, plus le risque infectieux augmente. On le voit sur cette étude avec un graphique qui montre que plus l'hémoglobine glyquée est haute, plus l'incidence des pneumonies est forte. Le fait d'être déséquilibré favorise aussi la sévérité de l'infection et ça augmente aussi le risque de complications infectieuses post-opératoires. Il a été bien montré que dans différentes situations cliniques, notamment la phase périopératoire ou le séjour en réanimation, le fait de contrôler assez strictement la glycémie permet de limiter ce risque d'infection. Alors, quand on parle de diabète, on parle de comorbidité. Elles vont s'associer au fil du temps chez les patients diabétiques qui vont devenir peut-être insuffisants rénal, insuffisants cardiaques, qui peuvent avoir d'autres comorbidités aussi. Et on sait que quand ces comorbidités s'associent, ça favorise le risque d'infection. Et dans cette étude, on montrait qu'avec 2 ou 3 comorbidités, les patients devenaient aussi vulnérables aux infections à pneumocoque, invasives ou non, que les patients immunodéprimés qui sont figurés dans la dernière colonne. Et puis, on rejoint le diaporama de Romain. On a dit qu'un quart des plus de 75 ans étaient diabétiques et avec le vieillissement, on cumule d'autres facteurs de risque d'infection, la dénutrition, les comorbidités qui s'accumulent et l'immunosénescence, qui fait qu'on voit qu'on meurt de maladies infectieuses dans les premiers âges de la vie, en France en 2001, et au fur et à mesure de notre vieillissement. Alors, on voit aussi ces différentes courbes de mortalité par différents agents pathogènes. Pour notre pneumocoque, il y a une mortalité quand même dans les premiers âges de la vie et une mortalité qui augmente avec l'augmentation des comorbidités au fur et à mesure des années. C'est un peu la même chose qu'on trouve pour la listériose. Voilà, excusez-moi, là c'était la grippe. On meurt plus de la grippe avec l'âge et on meurt plus du pneumocoque avec l'âge. Donc finalement, on a un cocktail où tout peut s'intriquer et se décompenser l'un l'autre ou s'entraîner dans un cercle qui n'est pas vertueux. Le diabète, qui
s'intrique avec l'âge et les comorbidités, comme l'insuffisance rénale ou les pathologies cardiovasculaires. Diabète qui va favoriser l'infection et les infections qui vont favoriser un déséquilibre du diabète. Diabète plus déséquilibré qui va favoriser les infections, etc. On a aussi des infections pour lesquelles le diabétique est plus vulnérable, qui vont aussi décompenser d'autres pathologies. C'est bien montré, par exemple, qu'il y a plus de syndrome coronarien aigu après les phases de grippe, à l'échelle individuelle ou collective. Et une personne qui devient cardiopathe, ça lui rajoute une comorbidité et une vulnérabilité. Puis des affections qui entraînent d'autres infections, on va le voir, la synergie Bonnie and Clyde de la grippe et du pneumocoque. Tout ça altère la qualité de vie, l'espérance de vie, entraîne des surcoûts de santé majeurs et une surconsommation d'antibiotiques. Donc, vacciner, ça peut économiser de l'antibiothérapie. On estime que les diabétiques consomment 24% d'antibiotiques en plus lorsqu'ils sont encore chez eux et 49% s'ils doivent venir à l'hôpital. C'est quand même énorme. Alors, pourquoi un diabétique est plus sensible aux infections? C'est une question j'ai repris un schéma que j'ai un peu adapté. D'abord, il y a des bactéries ou des champignons qui se plaisent particulièrement dans un contexte de sucre. Et ce contexte sucré favorise la croissance des bactéries et des champignons, quels qu'ils soient, et favorise l'adhésion des bactéries aux cellules en se servant des récepteurs carbohydrates. Le diabète diminue la réponse immunitaire, principalement l'immunité cellulaire innée et adaptative, en préservant relativement l'immunité humorale, qui pourrait être utile pour les vaccins. Le diabète entraîne, comme on l'a vu, une colonisation de la peau des muqueuses par des pathogènes éventuels, comme Candida ou Staphylococcus aureus. Le fait d'avoir une neuropathie végétative peut entraîner une stagnation au niveau intestinal ou rénal. Avec la glycosurie, ça peut favoriser une bactériurie asymptomatique, voire une infection. Les diabétiques ont beaucoup d'interventions médicales et ça peut favoriser les infections associées aux soins. Il y a la neuropathie sensitive périphérique et la micro-macroangiopathie qui vont favoriser aussi les troubles trophiques. Donc tout ça, ça favorise de manière un peu couplée et synergique les infections chez les personnes diabétiques. Alors, on arrive au vaccin. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, on va les redire. Tout d'abord, faut se référer au calendrier vaccinal qui a été édité en juillet. Et il faut dire que les vaccins chez les diabétiques sont une efficacité comparable à la population générale et une tolérance identique à la population générale. A priori, tous les vaccins peuvent être utilisés chez la personne diabétique qui n'est pas considérée comme immunodéprimée, sauf s'il y a des facteurs qui se rajoutent et qu'il n'y a pas de contre-indication, donc notamment aux vaccins vivants. Les deux stars, et on en a déjà beaucoup parlé, c'est la vaccination grippe et pneumocoque, qui sont deux vaccins indispensables pour les patients diabétiques. D'abord, il y a des objectifs qui ont été définis, Romain les a rappelés, de 75% de vaccination antigrippale et de 60% de vaccination pneumococcique. Ces chiffres-là n'étaient pas atteints, ça on l'a dit. Alors, j'ai une autre étude qui montrait en 2018, il y a quelqu'un qui s'est interrogé de savoir comment étaient couverts les patients hospitalisés dans son service de médecine interne. Il a retenu 198 patients. Pour la grippe, beaucoup de gens étaient éligibles à la vaccination. Voilà, je rappelle, il y a plus de 65 ans déjà. 71% des patients hospitalisés de ce service étaient éligibles, mais en fait, simplement 55% avaient été vaccinés. Donc, de passer de 55 à 75%, on peut le faire, je pense. Pour le pneumocoque, il y avait 86% du service qui était éligible à la vaccination, mais seulement 16% des patients étaient vaccinés. Là, il y a vraiment une marge d'escalier qui est beaucoup plus haute. Et c'était un peu mieux chez les immunodéprimés pour lesquels on pensait beaucoup plus à cette vaccination. Il y a une étude Covarisk qui va bientôt nous être donnée où on a les appréciations des couvertures vaccinales. On va voir un peu ce que ça donne. Alors, la grippe est recommandée pour tous les patients diabétiques. On sait que ce n'est pas une surprise que la grippe est plus sévère chez les patients diabétiques avec plus de risques d'hospitalisation, de pneumonie sous-entendue bactérienne et de décès, risque multiplié par 4. Le risque il est encore plus fort quand il y a un déséquilibre glycémique et il est fort aussi chez les moins de 65 ans diabétiques. Les diabétiques de moins de 65 ans, c'est une population qui est mal couverte. On estime la couverture vaccinale à 30%.
Donc là, il y a vraiment aussi une grosse marge d'escalier pour atteindre les 75% recommandés. Pourtant, le bénéfice de la vaccination anti-grippage chez les diabétiques a bien été montré en diminuant l'incidence des grippes, des pneumonies, en diminuant la mortalité et les événements cardiovasculaires. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup d'infarctus après les grippes. Donc, les patients reçoivent un coupon en lien avec leur ALD diabète, ALD 8, par la CPAM. Cette année, la campagne va être lancée dès vendredi, mais elle a été déjà lancée dès lundi dans les EHPAD et les établissements de soins qui avaient déjà les vaccins. Il y aura 4 vaccins. Les Fluelda, qui est le vaccin très dosé, qui est réservé aux plus de 65 ans, dont vous a parlé Romain. Le Vaxigrippe Tetra qu'on peut faire dès 6 mois et l'Influvac Tetra qu'on peut faire dès 3 ans avec des demi-doses. Ce qui est recommandé par la DGS, c'est pour le premier mois de prioriser les populations ciblées par les recommandations. C'est vrai que l'an dernier, il y avait des patients qui étaient très à risque, qui n'ont pas pu se faire vacciner par l'entrain des patients qui étaient un peu moins, des personnes, patients ou pas, qui étaient moins vulnérables. La DGS a bien rappelé sur les recommandations de l'HAS qu'on peut faire le vaccin Covid et le vaccin grippe, les deux le même jour, mais sur 2 sites différents, un bras par exemple et un autre. Et que si on ne le faisait pas le même jour, il n'y avait pas de délai particulier observé entre les deux vaccins. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va nous être posé non-stop pendant les prochaines semaines. Il ne faut pas oublier le cocooning vaccinal de grippe, en vaccinant l'entourage. Plus le patient est fragile, plus il faut penser à l'entourage. Il n'est probablement pas traité à vacciner les personnes vulnérables cette année, en 2021-2022. Comme l'a dit Romain, on n'a aucune idée de quelle va être la circulation grippale cette année, avec notamment l'abandon, avec la couverture assez bonne de l'an dernier. Quelle sera l'adhésion cette année du grand public et des patients à la vaccination? On ne sait pas. Peut-être qu'ils en auront marre d'être vaccinés. Peut-être qu'au contraire, ils sont très avides du vaccin. En tout cas, on voit aussi qu'il y a déjà des signaux des réseaux secours et GROG pour dire que le virus circule déjà à bas bruit. Donc, méfiance et prudence. On disait parfois d'autres années qu'il fallait mieux attendre novembre pour vacciner. Là, clairement, il ne faut pas attendre, il faut le faire maintenant. Les vaccins, il n'y a pas d'adjuvant. Ils peuvent être faits par les infirmières, les sages-femmes, les pharmaciens, et on discute même de les faire par les préparateurs en pharmacie. Moi, j'avais noté dans la référence que je vous ai cité plus tôt qu'il n'y avait pas d'allergie à l'obalbumine, mais c'est pas le cas c'est pas ce qui est marqué dans les recommandations. Donc, il faut se référer au RCP s'il y a un souci. Alors, deuxième star, c'est la vaccination anti-pneumococcique. J'ai mis chez toutes les personnes diabétiques, en fait, non. Il y a une nuance quand on regarde le calendrier vaccinal, c'est les diabétiques qui ne sont pas équilibrés avec le régime seul. Il y a vraiment une synergie entre la grippe qui fait le lit du pneumocoque. Donc là encore, c'est peut-être le moment de vacciner contre le pneumocoque à l'automne, quand on pense à la grippe, maintenant au Covid. Pourquoi? Parce que la grippe alterne la muqueuse ciliaire et diminue la réponse innée locale. Le pneumocoque, c'est vraiment une star de l'infectiologie bactérienne invasive, avec des infections moins invasives comme l'otite moyenne aiguë, les sinusites, les pneumopathies, puis des infections invasives comme les bactériémies ou les méningites. Ça représente 12 000 morts par an en France et les diabétiques payent un lourd tribut puisqu'on estime qu'ils représentent près de 20% des hospitalisations pour bactériémie à pneumocoque et 20% des hospitalisations pour pneumonie à pneumocoque. Pourtant, leur couverture vaccinale n'est pas très bonne, de 20 à 30%, et on pourrait faire beaucoup, beaucoup mieux pour ces patients. Comme je vous disais, il y a eu des recommandations de la Société française de diabétologie et pour notre hôpital, vraiment les endocrinologues ont préparé des ordonnances toutes faites et s'enquièrent d'essayer d'optimiser cette couverture vaccinale. On le fait également dans les services d'hospitalisation quand on a un peu de temps, de rappeler le médecin traitant ou le pharmacien, de savoir si on le met aussi dans les courriers de sortie lorsqu'on identifie des facteurs de risque, et c'est très souvent le cas. On essaye de mettre dans le courrier de sortie qu'il faut vérifier la vaccination anti-pneumococcique. Ça peut être des outils. Donc, les diabétiques font plus d'infections à pneumocoque et un peu à tous les âges de la vie, même chez les enfants, le risque est multiplié par 3,8 et puis il est multiplié par 4,6 jusqu'à 64 ans et par 2,3 pour les plus de 65 ans. S'il y a des comorbidités, on l'a vu dans l'autre étude, les comorbidités augmentent encore plus ce risque de faire une infection invasive et ces infections sont encore plus sévères chez les personnes diabétiques, mais c'est comme beaucoup d'infections et comme je vous l'avais dit auparavant, avec un risque d'hospitalisation et de mortalité. Alors, on a vu qu'il y avait 2 vaccins, le Prevnar 13, qui est un vaccin pneumocoque conjugué
à une protéine porteuse qu'on va faire en première intention, en première vaccination. Et puis 8 semaines après, on fera le vaccin polyosidique non conjugué, les PP23, qui s'appelle Pneumovax, qui c'était le Pneumo 23 avant. Ces vaccins sont remboursés à 65%. Et dans l'étude Capita, qui portait plus sur le Prévenard 13, l'étude en sous-groupe des personnes diabétiques montrait un énorme bénéfice de la vaccination, puisque ça réduisait de 90% les pneumonies chez les personnes diabétiques. Donc pour faire un peu visuel, on fait un Prévenard 13, 8 semaines après, on fait un Pneumovax. Je donne les noms des médicaments parce qu'il n'y a pas d'alternative en France. Et puis 5 ans après, on refait un Pneumovax. Et on regardait justement le calendrier vaccinal qui, malgré le fait que ce schéma soit validé depuis 2017 et assez largement diffusé, la phrase du calendrier vaccinal, c'est la nécessité de revaccination ultérieure pour être considérée en fonction de la disponibilité des données d'efficacité de cette mesure. Ça nous met un peu en difficulté en tant que soignants parce que on a des corps de patients qui ont pu être vaccinés avec ce schéma dès 2017 et qui arrivent bientôt à 5 ans. Et est-ce qu'on doit les vacciner? Est-ce qu'il faut leur faire un rappel? Je ne sais pas et je suis bien embêté de répondre à la question qui était posée tout à l'heure. Voilà, si par hasard il y a eu un peu une erreur maintenant parce que c'est plus le schéma actuel, on a fait un Pneumovax ou un Pneumo 23, il faut attendre 1 an avant de faire un Prévenard 13 et puis on attend encore 5 ans après le Pneumovax Pneumo 23 pour faire un autre Pneumovax. Alors c'est vrai que quand on parle du diabète, on pense tout de suite plaie diabétique. Je vous ai mis des belles photos avec des ostéites, avec un tissu qui est peut-être mal vascularisé, un peu nécrotique, et qui peut être souillé parce que le patient va appuyer sur cette plaie, comme il a une neuropathie diabétique, il peut la souiller. Et on pense facilement au tétanos. Alors c'est vrai que c'est une maladie qui est rare. C'était à peu près 10 cas par an jusqu'en 95. Il n'y a pas trop de données depuis. Mais je ne sais pas les données depuis. Maladie rare, mais quand même un peu plus fréquente chez les personnes diabétiques parce qu'ils cumulent l'âge. Donc, comme l'a dit Céline, ces patients qui ont pu passer à l'as de leur vaccination anti-tétanique malgré les nombreuses années qu'ils ont, ils ont loupé des rendez-vous vaccinaux. Ils ont des plaies mal vascularisées et puis une neuropathie qui fait qu'on peut souiller ces plaies. Alors, le calendrier vaccinal n'a rien d'extraordinaire pour les patients diabétiques, qui sont juste un peu plus vulnérables pour cette infection. Il n'y a pas de vaccin monovalent antitétanique, c'est toujours couplé avec le diphtérie, tétanos, voire coqueluche. Et que si on doit revacciner complètement, il faut faire un schéma à 3 doses que nous a rappelé Céline tout à l'heure. Vaccin qui est remboursé à 65%. Si on est mal vacciné et qu'on a une plaie très sale, il faut penser à l'indication des immunoglobulines polyvalentes. Bon, c'est juste pour s'en souvenir parce qu'on pense tous à oublier. Par contre, si le patient est parfaitement à jour et qu'il a ses vaccins depuis, ses rappels depuis, on se passe dans la situation d'une personne âgée de plus de 65 ans, s'il a des rappels de moins de 10 ans, il n'y a pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Alors, on a parlé du vaccin Zona. C'est vrai que dans le calendrier vaccinal, c'est le chapitre qui est le moins développé. C'est un vaccin qui n'a pas trouvé sa place en France, mais qui est très développé en Angleterre. Ce serait intéressant de comparer un peu les deux pays. Ce qui est sûr, c'est que l'augmentation du risque de Zona est franche au niveau chez les patients diabétiques. Ils ont un surrisque pour les plus de 65 ans de 30%, surtout s'ils ont un diabète ancien ou compliqué, que le bénéfice avait pourtant été démontré sur l'incidence du Zona et des douleurs post-stériennes, au moins chez les plus de 60 ans, et que la couverture est très très faible en France. C'est le vaccin, c'est Zostavax, qui est pas très bien remboursé non plus. Et ce que j'avais pas moi comme notion, c'est qu'est-ce qu'on fait si le patient a déjà fait un Zona? Oui, on peut lui refaire le Zona, on peut lui refaire le Zostavax, et il faut attendre dans ce cas-là 6 mois. S'agissant d'un vaccin vivant assez dosé, justement, c'est un vaccin qui est strictement contre-indiqué si le patient diabétique est en plus immunodéprimé. Alors, je voulais reparler de l'hépatite B aussi. Alors, c'est pas dans les recommandations spécifiques du diabétique en France, mais dans les recommandations américaines, ils l'ont mise parce que les patients diabétiques sont plus à risque de se contaminer. Alors, il y a effectivement le partage ou l'exposition au sang via des matériels d'injection et de surveillance glycémique. On estime que le risque est multiplié par 2. Une fois qu'ils sont contaminés, ils ont plus de risques d'évoluer vers une cirrhose, un CHC, d'avoir besoin d'une transplantation ou d'en décéder. Et puis, ils sont à risque aussi d'évoluer vers une insuffisance rénale, voire une dialyse. Donc là encore, comme disait Céline, dans la première intervention, ça peut valoir le coup d'anticiper ça et de vacciner
lorsque le patient est un peu moins âgé et un peu moins loin dans son insuffisance rénale pour avoir une réponse meilleure. Voilà. Dans les recommandations SFD, ils insistent bien sur le fait qu'il n'y a pas du tout de lien avec les infections démyélinisantes. Ils tordent une nouvelle fois le cou à ça. Le schéma, c'est M0, M1, M2, puis M6. Il y a la possibilité d'un schéma accéléré, J0, J7, J21, puis après une injection à une année. Et puis, pour les patients qui sont déjà en dialyse ou immunodéprimés, il faut retenir l'indication d'une double dose à 40 microgrammes qu'il faut répéter 4 fois. Alors, est-ce qu'il y a des spécificités pour les enfants? Les enfants sont moins à risque de faire des infections en lien avec leur diabète, surtout si le l'équilibre glycémique est bon. Par contre, s'il y a une infection, ça entraîne un risque de déséquilibre glycémique. On se réfère encore au calendrier habituel et on peut rajouter la grippe dès l'âge de 6 ans pour les enfants diabétiques. Si à 12 ans, ils n'ont pas fait la varicelle, on peut leur proposer de faire une vaccination varicelle. Et là encore, on a des familles qui ont été échaudées par la découverte de la maladie auto-immune qui est le diabète de type 1, qui ont peut-être peur de faire un vaccin qui va déclencher une maladie auto-immune. Il n'y a aucun signal pour aller dans ce sens actuellement, donc on peut être rassurant. Alors, on va parler un tout petit peu du Covid avec l'étude Coronado. Il y a plusieurs centres de la région qui ont participé. Il y avait 53 centres, on a inclus 1317 patients. Alors, c'est une étude qui est déjà presque démodée parce que c'était la première vague, c'était la phase toute initiale du Covid. Mais il y avait des patients qui étaient âgés de 70 ans, 65% d'hommes, 89% de diabète de type 2. Dans 3% des cas, l'hospitalisation pour Covid a amené à la découverte du diabète. Souvent, c'était des patients qui avaient déjà des complications microvasculaires ou macrovasculaires. Et 20% étaient intubés dans les 7 jours et 10% décédaient. C'était bien avant qu'on découvre les corticoïdes. Enfin, pas bien avant, juste avant. Depuis Coronado, il y a le recours à la corticothérapie qui avait quand même amélioré drastiquement ce pronostic. Il y a aussi plein d'autres aspects comme l'oxygénothérapie au début, etc. Par contre, la corticothérapie nous a fait beaucoup solliciter les endocrinologues pour les découvertes et les décompensations du diabète en hospitalisation. D'autant plus qu'on a arrêté la metformine chez ces patients hypoxémiques. Le rappel de la vaccination Covid, c'est maintenant et c'est pas dans un mois. Le bulletin de l'ARS nous montre qu'en fait, le Pays de la Loire remonte à plus de 50 pour 100 000 habitants. Donc, ça reprend. On a les données d'Israël et d'autres pays qui nous disent que la vaccination, notamment avec le vaccin Pfizer, s'amenuise avec le temps. Là, c'est l'exemple d'un patient qu'on a transféré en animation la semaine dernière, 75 ans, diabétique de type 2, je sais pas l'hémoglobine glyquée, obèse, insuffisant cardiaque. Alors, il venait de se faire poser son pacemaker, donc il n'a pas eu le temps de faire le rappel qu'il voulait absolument faire. Et en maintenant malgré tout les gestes barrières, il se fait contaminer et il est actuellement en USC de réanimation. Donc, co-administration du rappel avec le vaccin grippe, c'est possible depuis lundi dans les EHPAD et les établissements de santé, comme j'ai dit. Et puis, pour le moment, c'est qu'un rappel par le vaccin Comirnaty de Pfizer. Peut-être qu'il y aura l'autorisation pour le faire avec le vaccin Moderna, peut-être à demi-dose. Donc, je pense que je suis un peu inquiet de voir qu'on prend peut-être un peu de retard sur la vaccination de ces patients très vulnérables qui ont été de bonnes compositions pour se précipiter dans les centres de vaccination très tôt dans l'hiver dernier, mais qui sont de nouveau à risque et qu'il faut protéger, je pense, avec des mesures barrières et qu'il faut inciter à revacciner sans attendre. C'est quelque chose de relativement pressé, à mon sens. Et puis, l'autre inquiétude, c'est toute la recirculation des virus. On a parlé de la grippe, mais il y a tous les autres virus qui peuvent fragiliser ces patients très fragiles, les virus des rhumes habituels. Donc, je pense au rhinovirus, au VRS, au bocavirus, métapneumovirus, etc. Ce sont des virus qui peuvent faire des pneumopathies virales chez les patients immunodéprimés ou très fragiles. Donc, c'est un plaidoyer pour moi pour maintenir un tout petit peu les mesures barrières, au moins dans l'entourage, au moins lorsqu'on sort de l'entourage amical proche ou familial. Je m'éloigne un peu des vaccins, mais il y a quand même dans les traitements qui peuvent être efficaces les anticorps monoclonaux qu'on peut
dégainer à différents stades de la maladie Covid. Alors, on peut faire une vaccination. Pour les patients les plus fragiles, immunodéprimés, on peut faire une sérologie pour essayer de voir comment on peut faire la suite des choses. Certains patients très fragiles, mais immunodéprimés, ça ne correspond pas aux diabétiques, il y a des traitements pré-exposition. Il y a aussi, pour les patients qui ont été en contact, des traitements post-exposition. Et surtout, peut-être pour la population diabétique, il y a la possibilité de faire un traitement précoce si, malgré la vaccination, le patient développe les premiers signes d'une maladie. Et puis, on voit aussi que chez les patients qui arrivent en hospitalisation et qui n'ont pas du tout d'anticorps, on peut peut-être leur proposer des anticorps curatifs. Donc, je reviens sur cette phase initiale de la maladie où on peut éventuellement hospitaliser les patients immunodéprimés ou comorbides ou de plus de 80 ans dans une unité ambulatoire. On fait ça dans le service d'infectiologie pour injecter du Ronapreve, l'association Casirivimab-Indevimab de Roche, avec une diminution de risque d'aggravation de 75%. Mais ça nécessite de faire des PCR de suivi pour vérifier l'absence de mutants et de bien maintenir un isolement. Donc, dans toute la liste d'indications de cette bithérapie, il y a bien le diabète de type 1 et 2. Voilà, j'arrive à la conclusion. Donc, il faut essayer de faire intégrer la vaccination au parcours de soins de diabète. On pense à leur dépistage de macroangiopathie, microangiopathie, leur hémoglobine glyquée, le séjour chez le podologue, etc. Mais il faut peut-être leur remettre un nouveau carnet en plus de leur carnet de glycémie pour faire un carnet de vaccination, pour faire le lien ville-hôpital, de la ville vers l'hôpital et de l'hôpital vers la ville. Je pense que on revient sur des fondamentaux, mais en l'absence de carnet de santé électronique facilement accessible chez les patients un peu âgés, ça reste quelque chose qui garde précieusement et qui peut permettre à chaque intervenant de santé de prendre le relais et de prendre la suite de la vaccination et de faire une course relais sans que ça repose que sur le médecin généraliste ou que sur le médecin spécialiste. C'est l'automne vaccinal, hein, on disait grippe, pneumocoque, maintenant c'est grippe, pneumocoque, Covid et pourquoi pas Zona. J'incite au cocooning vaccinal pour le Covid et la grippe et peut-être inciter au maintien des mesures barrières autour des patients les plus fragiles dont font partie les diabétiques comorbides. Je pense qu'il faut garder un petit peu les mesures barrières pour pouvoir les abandonner dans le cercle familial ou amical proche. Et c'est des choses que je voulais aborder sur la vaccination pour la population diabétique ce soir. Je vous remercie. Merci, Dr Guimard. Donc, oui, on a bien compris que le couple infernal grippe-pneumocoque nous guette pour cet hiver. Donc, c'est vrai que c'est intéressant le fait qu'on puisse vacciner grippe en même temps que le Covid, que la D3. Et peut-être que justement, la personne qui prescrit pourrait profiter pour un mois plus tard, par exemple, revoir pour le pneumocoque et en profiter pour faire une proposition de calendrier vaccinal pour la personne, mais prévoir sur 2 mois, mais on fait la D3, le Covid, puisqu'ils peuvent être faits ensemble, et puis prévoir une autre date, parce que la vaccination, c'est vraiment de l'anticipation. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'anticipation et de voir avant que ça n'arrive, quoi. C'est vraiment penser au futur, quoi. Mais c'est vrai qu'anticiper un calendrier vaccinal, ça peut se faire sur un carnet de vaccination. Je veux dire, on marque au crayon de bois et puis comme ça, quand la personne voit qu'elle a quelque chose à faire, ça fait un petit rappel. Il y a des petits trucs comme ça pour essayer de stimuler la suite vaccinale, on va dire. Oui, nous, à l'hôpital, sur l'hospitalisation, on met facilement une petite phrase en fin de conclusion, parce qu'on n'a pas forcément eu le temps de récupérer tous les antécédents vaccinaux. On ne va pas faire justement une vaccination pneumocoque qui ne serait pas opportune parce que le patient aurait été vacciné. Et voilà. Encore une fois, les collègues endocrinologues font des ordonnances toutes faites qui sont prêtes à être données à la consultation. Oui, je ne sais pas s'il y a d'autres idées pour… Oui, il semble que le fait de faire une ordonnance qui soit déjà dans le carnet de vaccination, par exemple, ça incite en fait à se vacciner, au passage vaccinal.
à l'acte vaccinal en fait. Donc voilà, parler avec le patient c'est bien, des choses orales c'est bien, mais aussi de l'écrire, de l'inscrire dans ce carnet et de dire oui voilà il faudra penser à faire telle vaccination. C'est une forme d'incitation. Et puis penser au cocooning, ça c'est important parce que les personnes elles sont entourées de leurs proches qui peuvent eux apporter en fait ces maladies et voilà quand on est diabétique c'est pas le moment de voilà d'amener des pathologies de l'extérieur et donc on n'y passe pas toujours à toute cette prévention et cette information de l'entourage en fait. Donc ça c'est important, c'est voilà c'est à prendre en compte et ça permet ce fameux cocooning par rapport à diverses maladies de transmission directe entre deux personnes. Ouais. Je voulais rajouter aussi, j'ai pris du temps pour expliquer la gravité chez les infections chez les personnes diabétiques, un peu comme l'a fait Romain pour les personnes âgées, parce que finalement, c'est peut-être pas les mêmes intervenants de santé qui vaccinent et que ceux qui les voient en hospitalisation pour les infections graves, en fait. Et même à l'hôpital, c'est peut-être pas des endocrinologues qui voient la pneumopathie à pneumocoque. C'est même rarement eux en fait. Alors ils pensent au tétanos parce qu'ils s'occupent des plaies et ça leur prend beaucoup de temps et c'est leur activité quotidienne. Mais le pneumocoque a un risque peut-être plus abstrait pour l'endocrinologue et même peut-être pour le médecin généraliste en fait. Mais justement, c'est cette abstraction et cette manque d'anticipation qui font que les patients ne sont pas vaccinés au final. Si on pense que ça va, l'autre praticien va faire la vaccination et puis après l'autre praticien, voilà, on peut s'échanger la balle longtemps. Donc il faut bien qu'à un moment donné, il y ait une synthèse, on va dire une évaluation globale de la mise à jour vaccinale de ces patients. On n'a pas de, oui, allez-y. Je vais faire une dernière remarque, mais c'est vrai que on a des patients qui ont une forte réticence vaccinale pour la vaccination Covid. Et moi, je me suis beaucoup appuyé sur le fait de dire écoutez, ça fait 10 ans que je vous suis, monsieur. Et on a fait ensemble le vaccin pneumocoque, le vaccin grippe, le vaccin d'été polio. Ça s'est toujours bien passé. Et je trouve que c'est un argument qui marche pas mal de dire vous m'avez toujours fait confiance pour les vaccins. Et là, je vous conseille fortement de le faire. C'est même un vaccin où il y a, pour votre situation de santé, encore plus de bénéfices que les autres vaccins. Oui, les personnes elles sont en confiance. Elles ont l'information par une personne de confiance. Ça passe beaucoup par là. C'est pour ça que quand les professionnels de santé, par exemple, dans les EHPAD, sont réticents à la grippe, eh ben, c'est vrai que ça ne met pas en confiance, je pense, les résidents qui n'auraient pas pensé forcément voilà, à s'opposer à la vaccination. Mais s'ils voient que déjà les soignants ne sont pas convaincants, ben, c'est sûr que ça ne convainc pas non plus. Est-ce que vous avez d'autres questions pour les intervenants? Je pense au docteur Gérard. Il y a Céline qui voulait oui, parler. voilà, si vous voulez intervenir. Moi, je voulais dire, pour travailler dans la vaccination, ce hiatus entre ce qu'on peut avoir en ville et ce que va voir le médecin hospitalier, c'est vraiment ce que les patients vont ressentir. Ils ne se projettent pas du tout finir hospitalisés. Enfin, c'est toujours les autres qui vont avoir la forme grave, qui vont attraper la maladie. Et donc, c'est ça qui fait que le vaccin est toujours si difficile à vendre, entre guillemets, à convaincre les gens parce que vous avez la version hospitalière, donc forcément, vous voyez les gens qui sont dans le dur, qui sont dans la maladie, vous dites, pas mince, s'il avait été vacciné. Et puis, la personne en ville, l'infirmière, elle va voir dans la majorité des gens qui vont bien et que même s'ils ne sont pas vaccinés, il ne se passe rien finalement. Donc, c'est vrai qu'on est toujours sur ces... oui, c'est ça, l'anticipation, réussir à faire comprendre aux gens que si, ils sont à risque. Et c'est vraiment des messages qui sont compliqués à faire passer. Je suis d'accord. Oui, très souvent, on prend l'exemple de la ceinture de sécurité. Quand on monte dans une voiture, on met sa ceinture de sécurité parce que peut-être que sur le trajet, on n'aura pas d'accident. Mais si on a un accident, on peut être protégé par cette ceinture. Et c'est vrai que c'est un peu cette image-là. Les hospitaliers voient une fois le crash effectué, voient l'accident. Et puis, quand on est vaccinateur, c'est de recommander de mettre la ceinture quand on monte dans sa voiture. Pour sa santé, c'est pareil, c'est de se faire vacciner, même si on anticipe en fait, c'est d'anticiper en fait ces choses-là. Mais bon, c'est vrai que pour quelqu'un qui se sent bien ou qui n'a pas une maladie évidente, eh bien, voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais voilà, c'est l'enjeu de la vaccination, on va dire. On n'a pas d'autres questions sur le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions autour des intervenants.
On va passer la parole, donc si vous le voulez, encore merci pour ces interventions. S'il y a des questions sur le chat d'ici la fin de la soirée, vous pouvez poser les questions. Les intervenants sont encore là, docteur Guimard et docteur Girard. Donc, je vais passer la parole à Madame Fabienne Desnaux, donc vice-présidente de l'URPS Infirmiers libéraux des Pays de la Loire, donc pour un retour d'expérience sur la vaccination Covid-19. Bonsoir Madame Desnaux, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à vous. Oui, donc j'interviens ce soir pour vous parler un peu du retour d'expérience sur le Covid-19, sur la vaccination pour le Covid-19. Nous devions être accompagnés de M. Nicolas Plot, qui est infirmier libéral sur le 85 en Vendée. Mais en fait, il ne peut pas être présent avec nous ce soir puisque il fallait qu'il remplace sa collègue. Donc, je vais vous parler de l'expérience du 44 avant tout, puisque moi je suis infirmière sur le 44. Mais bon, sur le département du 85, ça s'est déroulé de la même manière. Donc en fait, pour rappel, le début de la vaccination contre la Covid, ça date de janvier 2020, où il a fallu du jour au lendemain transformer ce qui était finalement les centres de dépistage pour pouvoir vacciner la population. Donc, puisque ça s'appuyait au niveau notamment des CHU et la distribution des vaccins passait par le CHU, donc en ville. Donc, les professionnels libéraux qui s'étaient déjà organisés pour être appui et soutien des centres de dépistage, donc sur les grandes agglomérations et en lien avec les CH notamment, ont du jour au lendemain été sollicités pour vacciner. C'est passé effectivement par un accompagnement du centre de vaccination du CHU, puisqu'il y avait un protocole qui était quand même très particulier, qui n'était pas connu par les professionnels et qu'il fallait respecter. Donc en fait, avec une formation des professionnels, rappelons-nous que dans un premier temps, il était nécessaire d'avoir une consultation médicale, donc en lien avec le médecin, et puis surtout ce temps aussi de surveillance après, qui était quand même de 15 minutes. Donc c'était vraiment une équipe pluripro qui était en place, le médecin pour la visite et la validation de la vaccination, l'infirmière qui était là dans l'acte et l'accompagnement, et puis après la surveillance qui a souvent été d'ailleurs faite avec les équipes de la ville, etc., et notamment les équipes, je mange mon mot, donc qui nous appuyaient pour surveiller les patients. Donc ça a été un premier temps. Et donc ensuite, c'est développé l'appui, la vaccination sur des MSP, sur d'autres lieux, et également aussi tout ce qui était vaccination dans les EHPAD. Donc, au plus près des patients, donc des équipes mobiles ont été mises en place avec médecins, infirmiers qui allaient dans les EHPAD pour faire des grandes séances de vaccination, telles qu'on avait pu le faire dans les dépistages massifs sur les maisons de retraite. Donc, il y a eu un temps de formation qui a quand même été important, car ce vaccin Pfizer qui arrivait sur le marché, c'est quand même pas rien à préparer. Il y avait quand même des préconisations qui étaient très particulières, tant sur le transport, la conservation, la préparation et l'administration, y compris au niveau des choses aussi basiques que les seringues et les aiguilles qui étaient utilisées. On en était quand même là dans un premier temps. Après est arrivé le second temps où les médecins généralistes ont pu vacciner dans leur cabinet. Donc ça, c'était à partir de février 2021, donc avec l'arrivée de l'AstraZeneca, ce qui a permis quand même aux médecins généralistes de pouvoir vacciner déjà des premiers patients. Ceci dit, l'AstraZeneca a été décrié assez rapidement et ça n'a pas été si simple de faire adhérer la population à cette vaccination sur le terrain. L'organisation s'est développée ensuite sur tous les centres de chaque département, sur des nouveaux centres de vaccination qui se sont appuyés sur le territoire, tant sur des maisons de santé, donc avec un travail plutôt en interpro où il y avait les médecins sur place, les infirmiers, et on pouvait organiser des séances de vaccination
donc soit sur les maisons pluripro ou également aussi sur le territoire de CPTS, donc qui regroupait effectivement toute l'offre de soins de la ville, du monde libéral. L'infirmier peut, à partir du mois d'avril, il devient vaccinateur à son tour. Donc, il peut, à partir du mois d'avril, faire l'entretien et la validation pour la vaccination et également faire l'acte. Alors ça, c'est une avancée puisque ça va nous permettre de pouvoir vacciner en toute autonomie en ville aussi, dans nos cabinets. Ce qui va pas se faire tout de suite car nous n'avons pas accès aux vaccins pour pouvoir les commander, c'est contingenté. Et comme on a accès au départ au vaccin AstraZeneca qui n'a vraiment pas connu un engouement particulier en ville, donc en fait, il va falloir attendre un petit peu pour pouvoir vacciner dans nos cabinets. Donc, les infirmières vont quand même être un acteur primordial et incontournable dans tous les centres de vaccination, car il a fallu tenir sur la grande vague avec le déploiement donc, de la vaccination pour tous, avec les différents étages au niveau des âges et dans tous les centres de la région. Les principales ressources ont été les infirmières. Avant tout, donc, appui sur les libéraux parce que c'est eux qui déjà répondaient sur le terrain aux besoins. Et puis également, on s'est ouvert aux volontaires salariés, retraités qui sont venus et en fait, tous les centres ont pu tenir, y compris l'été, ce qui était un véritable challenge puisque on sait bien que l'été, les gens après la crise Covid avaient besoin aussi de se reposer, mais tout le monde a répondu présent et en fait, ça s'est maintenu tout l'été également. Mais on a aussi vu la vaccination évoluer. Et donc, à partir du mois de juillet, il a été plus facile pour nous d'accéder à des commandes de vaccins, puisque donc, les contingentements de la vaccination donnaient par semaine tant de flacons à tel professionnel de santé, tant de flacons à tel autre professionnel de santé. Et les infirmiers n'ont pas eu les dotations rapidement. On les a eus en dernier ressort et en fait, des semaines, on ne pouvait pas commander de flacons. Donc, en fait, vous ne pouviez pas mettre de plage de vaccination. Donc, en fait, on s'est organisé sur des plages dans nos cabinets, tant sur des permanences dédiées, donc avec une optimisation des doses. Il faut savoir qu'il faut également avoir, donc nous vaccinions essentiellement en Moderna, il fallait les 11 doses, donc 11 patients pour éviter d'avoir des doses non utilisées. Donc ça, c'était une véritable challenge aussi pour pouvoir avoir les 11 rendez-vous sur le temps donc, de la journée, puisque avec le flacon de Moderna, on peut le garder ouvert 19 heures. Donc, avoir les 11 personnes qui se déplacent, assurer la surveillance, le quart d'heure de surveillance nécessaire derrière, faire l'entretien et la validité pour la vaccination. Nous avons pu aussi nous organiser avec les médecins et au sein des MSP ou des équipes de soins primaires en optimisant le nombre de doses, c'est-à-dire en mettant notre patientèle commune, s'organiser pour que ça tombe sur le même jour et pour pouvoir ainsi vacciner et le perdre le moins de doses possible, être le plus efficient possible. Donc ça demande une très grande organisation. Puisque c'était un peu, on était dans une période de chasse au rendez-vous, c'est-à-dire je prends un rendez-vous chez tel professionnel de santé, mais éventuellement j'en ai un autre plus proche et je vais ailleurs. Et donc ça a été quand même en termes de logistique quelque chose d'assez épuisant et de très difficile à essayer de tenir les barrières pour que les gens répondent bien présents. Mais on a fait également du aller vers, c'est-à-dire que nous étions les seuls finalement à aller vers les gens à mobilité réduite, les gens les plus fragiles, pour pouvoir les vacciner chez eux. Donc ça sous-entendait également, donc, dans cette ouverture de flacons et de doses, de pouvoir s'équiper et s'organiser pour aller vacciner les personnes chez elles au plus proche. Donc là, c'est pareil, avec le temps nécessaire de surveillance derrière et la contrainte temps qui est quand même importante. Les professionnels se sont aussi organisés pour faire des permanences dans leur cabinet. Donc,
sur un temps dédié, particulier, dans un après-midi, là, vous faisiez que de la vaccination. Derrière, il ne faut pas oublier, il y a aussi l'aspect administratif d'enregistrement qui est aussi à valider. Hein. Mais écoutez, ça c'est fait. On a pu vacciner en Pays de Loire un grand nombre de personnes, notamment donc avec l'appui de toutes les infirmières. Alors là, je serai plus large, je vais prendre les infirmières puisque dans les centres de vaccination, on a eu quand même beaucoup de personnes qui ne sont pas du domaine du libéral, mais les professionnels ont répondu présent. Aujourd'hui, on sait qu'on arrive à la 3e dose de rappel. On sait que les centres de vaccination ferment pour 50% d'entre eux. Donc, la 3e dose va devoir passer par le mot de la ville. Et donc, on attend également les recommandations, voir comment cela va se passer, puisque c'est le déploiement du vaccin Pfizer sur les officines, sur la ville, et avec les contraintes qui sont différentes, puisque jusqu'à présent, nous avons plutôt vacciné avec le vaccin Moderna ou Janssen, qui était plus facile pour les professionnels à utiliser en ville que le vaccin Pfizer qui nécessite plus de manipulation. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les infirmières ont répondu présent sur le terrain, qu'elles ont réussi à s'organiser pour vacciner un maximum de personnes, qu'on a senti quand même une réponse très importante et sur la vaccination, que l'on va capitaliser dessus puisque nous sommes des acteurs de prévention au plus proche des personnes, que nous pouvons reprendre les recommandations, réexpliquer et faire adhérer les patients de manière sur le terrain, chez eux, de manière plus facile. Quand on va vers les gens, c'est plus facile de reprendre avec eux les éléments et les rassurer. D'ailleurs, nous envisageons avec l'URML de pouvoir travailler sur les différents rappels pour les patients les plus fragiles que nous côtoyons finalement et que nous voyons parce que on est en capacité de pouvoir revoir avec eux s'ils sont à jour de leur vaccin ou pas. Et donc, ce sujet de rappel des vaccinations est quelque chose de très important aussi. Arrive là la nouvelle vaccination, c'est la saison de la grippe, effectivement, où il va falloir à la fois pouvoir revacciner le maximum de personnes, resensibiliser sur la vaccination de la grippe au plus près, et effectivement pouvoir aborder avec eux la 3e dose pour que les gens se sentent engagés à aller la faire, ce qui n'est pas forcément sur le terrain, on sent bien certaines résistances. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur la vaccination comment s'est déployée la vaccination sur les territoires avec les infirmières. Voilà, n'hésitez pas à m'interroger si vous avez des questions. Merci pour ce retour d'expérience. C'est vrai que c'est toujours intéressant de voir comment les acteurs ont vécu sur le terrain. Nous, on a une expérience plus hospitalière et voilà d'équipe qui a vacciné en fait sur l'hôpital. Et là, de voir comment vous avez pu vous organiser avec toutes les difficultés d'approvisionnement, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de difficultés. Pfizer, il y a eu un moment où on n'avait pas de vaccin. Je veux dire, les choses étaient en place. Les difficultés pour le reconstituer aussi. C'est vrai que c'était des vaccins qu'on n'avait pas l'habitude d'utiliser, avec des températures très basses de conservation, des protocoles de décongélation, enfin de remise à température ambiante qui étaient quand même compliquées, enfin, ou qu'il fallait intégrer. Voilà, donc c'est vrai que oui, la vaccination s'est faite. Voilà, ça a été très très courageux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont investies dans la société pour
faut que ça puisse se faire. Hein. Donc, bravo à tous les professionnels. En plus, comme vous dites, ça a été une période d'évolution parce que le rôle des infirmières dans la vaccination, il a un petit peu changé quand même parce que le fait de pouvoir valider des entretiens dans des centres de vaccination avec des questionnaires pré-réalisés, de prendre voilà, ça a été quand même une avancée et toute crise en fait provoque des avancées en fait finalement. On va en retirer des choses et notamment sur l'autonomie peut-être des infirmières par rapport à la vaccination. Je pense qu'il va y avoir des choses je sais pas ce que vous en pensez sur l'autonomie des infirmières, peut-être la plus grande responsabilisation par rapport, sensibilisation à la vaccination, responsabilisation, compréhension de la vaccination. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'avenir, par exemple, si ça vous laisse... voilà, il va y avoir des avancées, enfin, il va y avoir des changements quand même. Alors, nous sommes déjà en toute autonomie pour deux types de vaccins, hein. C'est la grippe et la Covid. Et effectivement, nous travaillons pour avoir effectivement cette autonomie sur d'autres types de vaccins que nous sommes, et notamment sur tout ce qui est rappel, notamment pour les personnes adultes. C'est vrai que je pense que ça serait un bon moyen, en tout cas, de ne pas louper certains rappels, puisque les patients les plus fragiles, nous les voyons assez régulièrement, et effectivement, de pouvoir avoir accès, mais peut-être via le dossier patient, le DMP, qui va plus s'appeler comme ça, là, mais peut-être ça sera via cet outil, de pouvoir effectivement revérifier tous les rappels et de engager les personnes à se vacciner. Oui, je pense aussi aux infirmières azalées dans les maisons pluridisciplinaires qui sont sur les vaccinations des patients chroniques sur certaines maladies et je pense qu'il y a quelque chose à faire. Enfin, nous, on a eu des demandes, par exemple, d'informations sur la vaccination des immunodéprimés, la vaccination pour que ces personnes-là, enfin ces infirmières, comprennent bien tous les schémas vaccinaux et justement, comme elles sont au plus près des patients, pouvoir anticiper, reparler de la vaccination. Donc, c'est vraiment un appui à la ville pour les patients. Et c'est vrai que ce genre d'initiative, ça permet justement certaines populations de patients très ciblées de pouvoir les atteindre et de les toucher par rapport à cette prévention. Donc ça, c'est vrai que voilà, il y a des choses à faire encore quand même. Alors, j'ai une question, mais je ne sais pas qui va pouvoir répondre. Peut-être Thomas Guimard. Je vous remercie, Madame Desnaux. Je vais continuer avec un autre intervenant pour poser une question. Si j'ai une question pour vous, je vous la poserai. Donc, Thomas, on nous demande, certaines familles refusent la 3e dose de vaccin. Donc, je suppose pour les personnes qui ont l'indication de D3, sans avoir eu la dosage anticorps, quelle conduite à tenir ? Oui, alors moi j'étais très pro dosage d'anticorps pour me faire mon expérience sur différents profils de patients et donc j'en ai fait quelques-uns en consultation. Le problème c'est que le dosage d'anticorps c'est un dosage un temps donné. Donc si on a des anticorps à plus de 250 BAU par millilitre, on se dit oui, le patient est bien protégé. Mais s'il a 255 et qu'on revient 2 mois après et qu'il est à 50 et qu'il fait un Covid, potentiellement grave, on a rien gagné en fait. Et en fait, c'est une fausse réassurance et je pense qu'il faut raisonner en termes de santé publique, de se dire oui, je prends les je motive les patients à faire une dose de rappel pour booster complètement mes anticorps et les avoir hauts pour longtemps en fait, et suffisamment hauts pour parer aux différents variants, notamment le variant indien. Donc c'est reculer pour moins bien sauter ou pour pas sauter du tout et se prendre un mur en fait. Donc c'est la vraie fausse bonne idée. Maintenant ça a été dit maintenant, mais il faut maintenant expliquer que c'est plus du tout la bonne manière de faire. Donc ça sert pas à grand chose de faire les sérologies en dehors de l'immunodépression et il faut faire les vaccins pour être tranquille à un bon moment. Voilà, notamment pour nous soignants en fait, parce que la question se pose beaucoup entre nous soignants dans les équipes ou dans les collègues pour savoir si on fait une sérologie. Et non, il faut
Il faut embrayer. À force de se poser des questions, on a des catastrophes, en fait. Et là, encore une fois, j'insiste, c'est une urgence, en fait, pour moi. D'accord. Donc, en fait, on a bien compris, il faut faire la vaccination et pas trop se poser de questions sur une éventuelle prise de sang. Alors là, la question était posée en EHPAD. Donc, en fait, c'est bien au personnel des EHPAD qui doivent expliquer aussi aux familles des patients, tous ceux qui entourent ces patients âgés doivent eux-mêmes se faire vacciner s'ils sont professionnels de santé. Puisque maintenant, il faut refaire la D3 pour les professionnels parce ils ont été vaccinés début 2021. Voilà, mais il faut aussi que eux soient convaincants vis-à-vis des familles par rapport à ça, quoi. Donc là, il va falloir remettre encore de la pédagogie. Et puis, voilà, en fait, c'est ce qu'on voit, c'est pas gagné. Même si les gens ont eu les 2 doses, voilà, c'est pas gagné, en fait, hein. Mais oui. On a malheureusement les exemples des autres pays, en fait. Notamment Oui, Israël. des pays comme Israël bien vaccinés Mais alors, le clip qui passe à la radio depuis le début de la semaine, je le dis clairement, mais il va falloir multiplier les informations avec des clips un peu différents. J'ai pas vu de clip télé pour l'instant, mais je n'ai pas beaucoup regardé. Il va falloir donner cette information de manière très très claire et avec différents médias pour qu'elle soit bien intégrée du grand public. Ouais. Après, on va peut-être être aidé malheureusement par le début d'une énième vague, hein, parce que comme ça remonte, forcément on va en reparler. Et donc peut-être que effectivement les médias ou les interlocuteurs des médias médicaux pourront ou des ARS pourront expliquer ça. Je pense qu'il y aura une tribune malheureusement par la remontée de l'épidémie. C'est malheureusement souvent le cas. Les gens se vaccinent lorsqu'ils voient revenir l'épidémie et quand voilà, c'est un peu la enfin comment dire, la prévention par quelque part la peur de revoir l'épidémie. Quand on voit plus l'épidémie ou on a l'impression que c'est passé, on se repose un petit peu sur une situation en fait qui. Je pense qu'il faut après couper court aussi à la critique qui va nous être faite. Ils vont nous dire c'est comme les masques, ça patauge, c'est pas très rigoureux votre histoire de vaccination, il faut déjà se revacciner. Je pense qu'il faudra, nous, en tant que vaccinateurs, experts de la vaccination, dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil et tous les vaccins, y compris ceux que vous avez fait dans l'enfance, le tétanos, ça comprend des rappels. Il n'y a rien de nouveau et ça veut surtout pas dire que les vaccins étaient mauvais. Non. Mais ça va être un argument qu'il faudra dire en fait. Il faudra dire oui, il y a un rappel, mais c'est pas nouveau en vaccination. Il y a peut-être un phénomène de lassitude, quoi. Les gens en entendent parler depuis, voilà. Mais c'est des vaccins auxquels on est peu habitué. Voilà. Quand on parle du tétanos, normalement, ça devrait être c'est institué. Les enfants seront vaccinés, ensuite par âge, etc. Là, c'est vraiment une vaccination où tout le monde a dû se faire vacciner quasiment en très peu de temps. Et voilà, je pense qu'il y avait peut-être une lassitude, mais à nous aussi d'expliquer, toujours expliquer, parce qu'il y a vraiment que ça à faire, hein, c'est d'expliciter le rappel, les doses, etc. Donc, on va clore la soirée en vous remerciant. Je crois que le message a été clair ce soir. Enfin, les messages qui ont été donnés ont été clairs, notamment concernant les personnes âgées. Donc, c'est voilà, vaccinez bien vos patients âgés, même s'ils sont âgés, même si voilà, anticipez pour eux, prévoyez des schémas vaccinaux, allez au plus près des personnes. On a bien vu que lorsqu'on était des soignants très proches des patients, on va dire géographiquement, et voilà, on avait de multiples occasions de pouvoir les vacciner ou parler vaccination. Et puis toujours cette pédagogie pour la 3e dose pour les personnes âgées, alors qu'ils commencent dans les EHPAD, mais voilà, il va y avoir des successions de revaccination, c'est clair. Voilà. Et puis surtout les professionnels de santé. Voilà, j'avais entendu une émission où on disait que le patient était captif du soignant, notamment dans les
dans les milieux de vie, dans les hôpitaux. Donc, en fait, c'est vrai que le patient, lorsqu'il est au fond de son lit, ben, il est captif de ces soignants qui sont autour. Et si c'est les soignants qui apportent les maladies, c'est un petit peu dommage. Donc, voilà. Donc, vaccinons les soignants et puis toujours de la pédagogie, de l'information. C'est vraiment, il faut toujours remettre ce genre d'informations et puis je pense que ça va continuer et puis il faut faire confiance aussi à la vaccination qui est quand même une très bonne une très bonne thérapeutique. Enfin, on ne traite pas la maladie, mais on est très en amont et ça a quand même fait ses preuves dans diverses maladies à prévention vaccinale. Voilà, je vous remercie tous pour cette soirée, pour votre implication. Et puis, pour ceux qui nous écoutent donc sur Internet, il n'y a pas de souci, vous pouvez envoyer un petit mail à l'adresse cfpd en minuscule, @chd, toujours en minuscule, vendée sans accent.fr. Je répète, cfpd, chd-du-6, vendée sans accent.fr. Et donc, un des médecins du CVP, du Centre de vaccination polyvalente, vous répondra, notamment le docteur Girard, qui consulte sa petite boîte mail. Et puis, on est quelques collègues à vous répondre par mail. Et puis, voilà, je vous remercie pour vos interventions, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et mardi prochain, ce sera le CH de Laval, le CFPD de Laval, qui fera une intervention sur avec des cas cliniques, voilà, des cas cliniques de rattrapage notamment. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça et puis revoir éventuellement les mardis de la vaccination qui ont été enregistrés, que vous n'avez pas pu voir précédemment, avec tous les âges de la vie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous pour votre écoute et vos interventions. Bonne soirée, au revoir.